On est parti un peu dans tous les sens au début, il y avait des choses qui marchaient, d'autres beaucoup moins. On s'est rendu compte que si on voulait devenir fort sur Meta, il fallait qu'on devienne fort en créa. C'est peut-être devenu un lieu commun, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore. Donc je le répète, Meta c'est la créa. Les clés de succès sur Meta, c'est ta capacité à faire des créas qui performent et à mettre en place un process de testing et de scale de tes créas qui performent efficaces. Salut Christophe et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Salut Daniel. Je suis ravi de t'avoir. Je connais Inga depuis maintenant une petite année, quand on a commencé à se contacter pour éventuellement travailler ensemble. Alors finalement, ça s'est pas fait, mais j'ai quand même suivi encore votre parcours, ce que vous avez mis en place, le Key Value Associé également. Donc beaucoup de sujets et j'ai vu que vous avez pas mal grandi depuis qu'on s'est parlé. Donc je me dis que ça serait parfait de t'inviter sur le podcast. À la fois peut-être de comprendre un peu la marque, comment vous êtes lancé, puis après de voir l'effet que Key Value Associé a eu sur la marque, et puis après comment on le fait souvent sur les podcasts de rendez-vous marketing, on parlera d'acquisition et de rétention. Mais du coup, pour démarrer, je veux peut-être que tu puisses peut-être te présenter et présenter Inga dans le même temps, et puis après on enchaîne sur votre stratégie de go-to-market. Ça marche, merci Danilo. Alors moi c'est Christophe, je suis le cofondateur de Inga. Avant Inga, j'ai travaillé pendant longtemps, pendant presque longtemps, chez 55, qui est une agence de conseil dans le digital et la data. Donc j'accompagnais plein de boîtes, des startups, des grands groupes, des fonds d'investissement aussi, sur la définition et le déploiement de leur stratégie digitale, avec un fort accès data marketing. J'ai rejoint l'aventure Inga au tout début. En fait, Benjamin, donc mon associé, avait lui déjà monté une boîte avant qui s'appelait Culture in the City, qu'il a revendu à Wonderbox, qui existe toujours d'ailleurs. C'était des coffrets cadeaux culturels. Et après cette première boîte-là, il voulait remonter une boîte avec l'ambition de faire un truc plus mass market. On y reviendra après sur la plateforme de marque. Mais il a beaucoup réfléchi, il a regardé un peu les différents marchés. En parallèle, il s'est rendu compte via son expérience personnelle qu'il utilisait beaucoup trop de sopalin pour donner à manger à ses enfants. Et il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire sur des alternatives aux produits jetables du quotidien. Il a regardé un peu ce qui se faisait sur les essuie-tout. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à part quelques petites initiatives de créateurs sur Etsy ou autre. Et donc, il a décidé de lancer une campagne sur Ulule. Là, j'arrive sur la partie go-to-market, un peu trop vite, hein, mais il a décidé de lancer une campagne sur Ulule pour valider le concept. Au début, c'était vraiment une première campagne test avec très peu de moyens mis dans la marque, très peu de moyens mis dans l'acquisition. Enfin bref, c'était vraiment en mode POC et ça a plutôt bien marché. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu me chercher. Il s'est dit, OK, j'ai un concept qui tient à peu près la route. Maintenant, j'ai besoin de constituer une équipe. Donc, Benjamin est venu me chercher. Il m'a contacté sur LinkedIn. Donc, c'est un peu le Tinder du monde pro. Moi, j'étais à l'époque encore en poste. Et il me contacte en me disant j'ai envie de monter une boîte d'essuie-tout et d'éponges. Est-ce que ça t'intéresse? Dit comme ça, je me suis dit, oula, je sais pas trop si c'est vraiment le secteur qui m'intéresse. Ça donne pas forcément envie au premier abord. Mais très rapidement, quand on a échangé ensemble, je me suis rendu compte d'une part que il avait un bagou assez important, beaucoup d'ambition, et à la fois en termes de business, en termes d'impact, et en termes aussi de marque. On va revenir aussi, mais sur la marque, c'est un des aspects qui aujourd'hui m'excite le plus, alors qu'au début, je pouvais avoir un peu des réticences à me dire, OK, je vais devenir un vendeur d'éponges, quoi. Voilà. L'éponge, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être que tu parles un peu d'Inga. Je comprends l'initiative d'avoir utilisé Ulule comme plateforme pour valider un peu son product market fit, même son concept de manière générale. Peut-être rapidement positionner Inga en tant que marque, ce que vous proposez comme produit. Et c'est vrai qu'en effet, Inga, c'est, je trouve, une belle marque. Et comme tu disais, vous avez réussi, à rendre quelque chose de pas très séduisant, donc les éponges sur le coup, les essuie-tout, quelque chose de sympa, tu as envie de les acheter, c'est joli, et je sais que c'est un gros travail que vous avez fait sur la marque, comme on fait d'autres marques comme Respire, Feed et toutes les autres qui sont peut-être déjà, que vous connaissez sûrement. Ouais, complètement. Alors en fait, donc Inga, on est une marque d'éponges et d'essuie-tout lavables, réutilisables. Et on s'est donné pour mission, pardon, je reprends. On s'est donné pour mission de donner envie au maximum de personnes de passer du jetable au durable. Donc il y a deux choses importantes, il y a donner envie et
au maximum de personnes. Dedans, comment tu fais? Avec un univers de marque qui est un peu sympa, coloré, pop, décalé, une communication un peu, un peu fun, décomplexée, et de l'autre, des produits qui sont certes durables, parce que c'est la promesse, et c'est dans l'émission, mais qui soient aussi efficaces, pratiques et économiques. Ok. Ça, c'est clé. On parle de produits qui sont des produits ménagers. Tu peux pas juste être satisfaisant sur la promesse de durabilité. Sinon, en fait, tu vas toucher que la cible des écolos convertis ou des écolos militants. Mais si tu veux vraiment toucher le mass market, et c'est du coup la deuxième partie de la mission, donner envie au maximum de personnes, le maximum de personnes, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Il faut que tes produits soient efficaces, pratiques et économiques. Ok. Voilà. Ouais. Efficace, pratique. Ok. C'est le travail qu'on a mené, en fait, c'est le premier travail qu'on a mené ensemble avec Benjamin et Thibaut. Une fois que le POC avait été validé, à l'époque, Inga, c'était pas du tout ce que tu vois aujourd'hui. On avait juste un seul produit qui était les essuie-tout. Il n'y avait pas d'image de marque vraiment très travaillée et tout ça. Donc, on a fait ce travail-là de définition de la plateforme de marque, et je pense que c'est une c'est une chose qu'on a bien faite au début, parce que De force. Ouais. même la même de marque, c'est vraiment une de nos forces, parce qu'on s'y réfère toujours. Et c'est un cap dans plein de décisions stratégiques qu'on peut prendre. Ouais, j'ai plusieurs choses là-dessus. Déjà, la plateforme de marque, je suis d'accord qu'elle est top, elle est vraiment reconnaissable et on la comprend assez facilement. Ce que tu m'as dit là, je l'avais vite compris quand tu m'avais contacté il y a, je sais plus combien, pratiquement un an. Et autre chose, je trouve, c'est que Christophe, Benjamin, personnifie bien la marque. Et je trouve qu'au départ, on le voyait pas forcément beaucoup. Et je trouve que sur LinkedIn, on le voit de plus en plus. Je pense qu'on le voit également sur le site, si je dis pas de bêtises, il passe sur les médias. Et ça, on sait que quand tu veux créer une marque forte au début en D2C, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui personnifie la marque. Et ça, c'est quelque chose que vous faites bien également. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait beaucoup au début ou est-ce que c'est plutôt venu après? Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, c'est un super point, parce qu'en fait, c'est un débat qu'on a en interne. On se pose régulièrement la question. Il y a plusieurs choses. Déjà, on a créé une gamme, on s'est dit on voulait pas te remettre en avant, Benjamin. Si tu regardes sur la vidéo Ulule qu'on a réalisée, donc pour la deuxième campagne, qui est la vraie campagne, on a vraiment du coup fait notre vrai go-to-market. J'en parlerai. Il n'y a pas Benjamin. Ouais. On a très peu mis en avant. Nos ads, il n'est pas si présent que ça. Si tu regardes ou si tu compares par rapport à d'autres DNVB, d'autres marques, ou 900 Care. Pourquoi? Parce que on avait peur de trop associer la marque à Benjamin. On pense que d'accord. C'est bien, mais ça crée aussi une Benjamin dépendance qui, pour l'objectif qu'on s'est fixé nous, de créer un mastodonte qui puisse d'ailleurs être vendu aussi à terme à un industriel, pas forcément quelque chose de positif. Après, il y a un juste milieu à trouver, et clairement, voilà, avec qui va être mon associé, il y a une forme de personnification de la marque naturelle qui s'installe. Il faut surfer sur la vague, donc c'est la raison pour laquelle on a pas mal accéléré sur le personal branding autour de Benjamin, on met un peu plus en avant Benjamin dans nos ads. Mais voilà, on essaie de faire attention à ça, c'est un truc qu'on regarde, pour pas trop te remettre non plus en avant Benjamin. Ouais, je comprends. Mais je suis d'accord, il faut trouver un peu le bon juste milieu, parce que tu as des marques qui sont trop dépendantes d'une personne. Évidemment, celle qu'on a tous en tête, c'est Respire, donc c'est dangereux, je trouve. Mais en même temps, c'est ce qui fait leur force. Donc, moi, je vais pas critiquer et dire que c'est pas bien. C'est juste, peut-être dangereux si un jour elle veut. Voilà. Tu disais? Non, c'est à double tranchant. Si demain Respire veut personnaliser, je sais pas s'ils le font d'ailleurs. C'est peut-être plus difficile aussi, parce que je sais pas si tout le monde connaît Justine en Espagne ou en Allemagne. Voilà. Donc, mais c'est une force, c'est indéniable que c'est une force au début. Après, il faut arriver à faire la transition. Je suis d'accord. Ok. Mais en tout cas, très clair. Et l'autre sujet que j'avais, c'était, en fait, sur le coup, si je me rappelle bien, après tu le confirmes, c'est que votre produit qui est le plus fort, c'est l'éponge. Complètement. Mais vous n'avez pas démarré que ça. Vous avez démarré avec des essuie-tout. Ça, c'est aussi intéressant, le sujet de se dire, OK, bon, on commence avec un produit et finalement, on a un autre qui fonctionne mieux. Et je sais pas comment vous l'avez découvert. Je suppose simplement en observant la courbe des ventes sur le Shopify. Mais voilà. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une des raisons pour laquelle aussi on a refait une campagne sur Ulule. Donc, pour refaire l'histoire, on a première campagne Ulule avec peu de moyens sur un seul produit pour essayer de valider un concept. Derrière ça, on va lever un peu des fonds. Voilà, vraiment, c'est un précis, on va dire, pour aller investir un petit peu dans la marque et pouvoir commencer à faire des choses. Et on relance vraiment du coup la marque avec la plateforme de marque, la nouvelle DA et 4 produits sur Ulule. Les 4, c'est donc l'essuie-tout, les éponges, les cotons démaquillants et les mouchoirs. Aujourd'hui, les cotons démaquillants et les mouchoirs, on les met beaucoup moins en avant.
pour plusieurs raisons, notamment parce que commercialement, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et on met à fond sur Essuie-Tout et Éponge. Éponge étant notre vrai produit star. On s'en est rendu compte directement sur Ulule, mais même avant, en fait, parce qu'en amont de la campagne de crowdfunding, on avait fait de la collecte de leads. Et du coup, tu voyais, en travaillant tes landing pages, en changeant l'ordre des produits, tout ça, lesquels produits étaient les plus cliqués. Et en fait, on voyait déjà que c'était des conversions. Ok, je comprends. Ok. Et donc ça c'est un truc que je savais pas du tout qu'on pouvait faire, enfin qu'on pouvait éventuellement lancer une seconde campagne sur Ulule. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour te permettre d'en lancer une seconde? Non? Non, il n'y a pas de critères particuliers. Ils sont assez flex, hein. Il y a plein de gens qui font il y a plusieurs marques qui font des campagnes et qui lancent un produit. Alors, c'est souvent pour des produits culturels, par exemple. Donc, là, il y a une campagne qui a été lancée par Lumi. Je sais pas si tu vois c'est des boîtes à histoire qui racontent des histoires aux enfants, qui racontent des histoires vocales aux enfants, et ils ont lancé leur produit pour ados sur Ulule. C'est un énorme carton, et pourtant c'est une boîte qui est bien installée pour le coup. Oh, ok, d'accord. Ok, donc Ouais, tu peux lancer librement sur Ulule des bah, projets. ça je savais pas du tout et je trouve ça hyper intéressant parce que tu peux utiliser Ulule et le crowdfunding et la puissance de la communauté pour lancer des nouveaux produits où t'es pas encore trop sûr de si ça va marcher, ça va intéresser beaucoup de monde. Donc je savais pas du Mhm. tout. Après, c'est un choix Oui. à faire et je pense que pour vous, il a été payant parce que la deuxième campagne, elle a été plutôt bonne. Je pense que c'est une des meilleures qui a eu lieu en France, hein, je dis pas de bêtises. Est-ce que je me Ouais. trompe ou... Alors, on a dépassé le record effectivement de vente de pré-vente du coup, pour un lancement de produit. Ok, Il y avait des produits ouais. culturels qui étaient mieux marché que nous, mais nous, on a vraiment explosé les records sur la partie lancement de produit. Avec une petite subtilité qui est que nous, on a fait une campagne beaucoup plus longue que la moyenne. C'est-à-dire que la campagne officielle, généralement, on conseille de la faire durer 1 mois et demi, 2 mois. Et il y a un truc un peu nouveau qu'avait mis en place Ulule à l'époque, qui était les prolongations, qui consistait à juste laisser la campagne ouverte après la campagne officielle, entre guillemets, et te servir en fait de ta page Ulule comme dans les commerces. Et Et c'est ce que vous avez fait. c'est ce qu'on a fait. Au début, on s'est dit, bon, bah, on va aller capter les 2-3 retardataires qui ont oublié d'aller contribuer sur la campagne au bon moment. Et en fait, c'est là que les ads ont commencé à cartonner. Donc, pour t'expliquer un petit peu hein, sur Ulule, on était déjà très métadépendant. On avait fait l'essentiel de la question méta. Pour des raisons de tracking aussi, c'est quasiment le seul truc que tu peux faire en payant en fait, méta, parce que le reste, tu peux pas trop poser de pixels ou autre. Google Ads, ça n'a pas trop de sens en vrai pour de la préférence de venir te frotter avec des acteurs qui eux vendent déjà des produits. Donc on était vraiment très métadépendant. On avait lancé au mois de juin. À l'époque, on ne savait pas, mais le mois de juin, c'est pas un bon mois pour nos produits. Donc, donc on a fait, on a levé à peu près l'équivalent de 100 000 euros sur la campagne officielle, ce qui était déjà bien, hein, mais en dessous de nos objectifs. Et Ok. là, on se dit, OK, le mois de juillet s'embraye juste après la campagne. On se dit, bon, voilà, c'est des vacances en plus, et je ne vais pas trop acheter des pompes pendant les vacances. En fait, non, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. On a commencé à avoir des ads qui cartonnaient et ça a très, très bien vendu au mois de juillet-août. On a poursuivi en fait la campagne jusqu'au moment où on a lancé notre site e-commerce sur Shopify. Donc, en fait, on a fait une campagne qui a duré 3 mois et je crois qu'on est les premiers à avoir fait ça. En tout cas, j'ai pas C'est connaissance vrai? de marque qui a fait ça. Et voilà, en fait, on a fait 400 000 euros en plus sur la campagne, alors qu'on avait fait que 100 000 au début, quoi. Donc, l'essentiel de notre campagne nulle, en fait, c'était de la prolongation. Ok, c'est hyper intéressant. Et là, on était en fin 2022, c'est ça? Parce que vous êtes lancé en On est 2021? en fin 2022, exactement, ouais. Et c'est là qu'on Ok, lance, d'accord. Donc c'est... en janvier, allez, décembre 2022, on lance, mais c'est vraiment pour, euh, pour la forme, et on va dire que l'activité commence vraiment en janvier 2023. Ouais, donc finalement, ça fait vraiment 1 an que vous avez votre site web et là, vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous voulez en termes de tracking et même d'upsell, de cross-sell. Alors qu'avant, finalement, vous étiez sur Ulule et vous avez fait l'équivalent de 400 000 euros de chiffre d'affaires sur Ulule uniquement. Donc c'est quand même, Ah, enfin, du chiffre d'affaires de pré-vente, pardon. Donc c'est énorme. C'est énorme. ouais, ouais, c'est en étape. Je crois qu'on était à quasi 500 euros, 1 000 euros de chiffre d'affaires sur Ulule. Ok.
Donc c'était Et super. dans mes souvenirs, ouais, c'était super. Et dans mes souvenirs, c'était quand même passé également sur les médias. Est-ce que c'était avant la campagne Ulule, après, pendant? Et ça, j'ai l'impression que Ouais, c'était dans les ads. ouais, J'avais analysé. effectivement. Donc je te parlais de la période un peu de juillet-août, où ça a très bien cartonné en termes d'ads. Et ensuite, ça s'est un peu ralenti à la rentrée avec le CPM qui a augmenté. Et là, donc, gros coup de peau, coup de téléphone de quotidien, de la prod de quotidien, pour nous dire est-ce que vous voulez passer ce soir? En gros, c'était ça. Ah oui. Et on a répondu oui direct et on est allé. Et à l'époque, il y avait une petite pastille qui durait quelques minutes où il y avait un inventeur qui présentait son produit. Donc on a eu la chance d'en faire partie. Je crois que le truc n'a pas duré très longtemps parce que c'était un peu border et commençait à avoir d'autres entrepreneurs et d'autres marques qui ont un peu trop fait leur téléachat et du coup je crois qu'ils l'ont un peu arrêté derrière. Mais en tout cas, nous on a eu la chance de passer dessus et ça a bien marché au moment du passage, mais surtout en fait c'est vraiment le passage, c'était pas si important que ça. Ce qui a cartonné, c'est qu'on a lancé la vidéo telle quelle, on n'a même pas monté à l'époque sur Meta, et là t'as l'effet Ouais. de réassurance avec les télé qui a fait des multiplicateurs sur Meta, quoi. Alors ça, j'avais vu, et je me rappelle encore, j'avais analysé les comptes, je me disais, ils ont une de ces vidéos sur, voilà, je peux pas dire les résultats, mais qui est très bonne en termes, enfin, qui fait des très bonnes performances. Donc, en effet, c'était un simple passage TV. Je pense qu'il était format 16 neuvième, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, peut-être que tu peux me rafraîchir la mémoire. Et voilà, C'est c'était, plus trop, c'est mais je sais même pas. possible. Et ce que j'avais trouvé malin dans ce que vous avez fait, c'est que vous aviez itéré sur la vidéo, vous avez changé vous avez changé la longueur et peut-être même les hooks au niveau du passage. Donc ça, c'était plutôt bien. Très bonne Ouais, utilisation de méta en tout cas pour cette campagne. Ouais, c'est-à-dire. effectivement, on était encore des petits poussins de méta à l'époque, hein. Toute la campagne nulle, et j'ai du mal à y croire aujourd'hui quand je le dis, mais on a fait sur la vidéo quotidien. On a peut-être monté en 2 ou 3 versions, mais c'est tout. Et 6 vidéos. Et Ok. après 2-3 statistiques, mais pas beaucoup plus. Ok, ouais, c'est très peu de créa finalement. Alors que là, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui tournent. C'est vrai que sur 2023, ben, c'est là où vous avez accéléré sur Meta. Ça, je compte bien y revenir dans la suite du podcast. Donc, enfin, moi, de ce que j'ai compris, 2023, vous avez continué à vous développer en digital, essentiellement grâce à Meta et également grâce à Google, je pense. Et puis en 2024, vous êtes passé sur Qui va être mon associé et on sait que c'est une émission très forte pour les entrepreneurs. Donc là, ça fait un peu plus d'1 mois que vous êtes passé. Il y a toujours un effet Qui va être mon associé. Donc là, je voulais peut-être revenir sur déjà les coulisses du passage, déjà comment vous avez réussi à passer. Et puis après, quel a été l'effet pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment eu cet effet post qui veut de associé qui fait que vous avez réussi à passer un nouveau cap de CA ou même de trafic? Et on reviendra également sur peut-être un peu ce que vous avez fait en termes marketing pour profiter au maximum de ce passage dans le digital. Donc voilà, c'est beaucoup de questions, mais je te propose de commencer par peut-être le début, genre comment vous avez pu arriver sur l'émission? Est-ce que vous avez postulé? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Comment ça se passe? Alors, on a effectivement postulé. Il y a tout un process de candidature qui est assez long et difficile. On a fait une vidéo déjà. On avait mis vraiment des moyens importants dedans, que ce soit en termes de prod, en termes d'écriture et tout ça, pour faire une vidéo sympa qu'on avait envoyée à la prod. Après, il y a tout un process. En fait, il y a des journalistes qui viennent défendre ton dossier auprès de la prise de casting, puis auprès de la prod, puis auprès d'M6. Et nous, on n'avait pas passé à l'étape de la directrice de prod qui avait pas trop kiffé le concept des éponges, quoi. Je crois pas qu'elle avait vu notre vidéo à l'époque. Je pense qu'elle avait juste mis un no-go sur le produit, quoi. Ok. Donc là, on était un peu déçus. On était au mois de juin 2023 et septembre 2023, on sent un coup de fil de la prod nous disant voilà, il y a une place qui vient de se libérer. Est-ce que ça vous intéresse ou pas de repostuler? Donc là, on renvoie la vidéo. La vidéo est validée par la directrice de casting qui, pour l'anecdote, pendant ses vacances, avait pu parler de nos éponges avec sa belle-sœur, je crois, qui était fan de nous. Donc ça a un petit peu Ah, aidé. super. Ça a beaucoup aidé, ouais. C'est clair. Après, la vidéo a été validée aussi par la prod, par M6, et donc là, c'était bon. Sauf que c'était une semaine avant le tournage. Pour info, hein, le tournage, je crois que c'est en septembre, octobre, donc bien avant la diffusion de l'émission. Et là, on s'est mis en mode commando pour tout préparer en une semaine et faire en sorte que Benjamin soit fin prêt pour le passage.
Ok, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai déjà entendu qu'il y a des. Quand on fait l'émission, on passe enfin, on fait l'enregistrement plus de 6 mois avant. Et donc vous l'avez fait finalement 3 mois avant, donc c'était beaucoup plus short au niveau timing, non? Ouais, je crois que c'était fin septembre ou début octobre. Donc, Ok. ouais, Mais très peu. ça laissait peu de temps pour se préparer finalement. Ça laissait peu de temps. Alors, très peu de temps, mais après, en fait, généralement, les gens, ils ont la réponse au mois de juin et ils passent en octobre, donc ils ont 3 mois pour se préparer. Nous, on a eu une semaine. Donc, Ouais, c'est ça c'était que je un veux dire. C'est ça que je veux peu. dire. C'est que tu avais qu'une semaine, donc c'est pas énorme, et c'est pas évident parce que. Enfin, j'ai vu le passage de Benjamin. C'est que les investisseurs, ils sont durs, quoi. Ils te posent beaucoup de questions. S'ils croient pas en ton projet, ils te le disent directement et ça peut mettre mal à Ouais. l'aise. Et je trouve qu'il s'est bien défendu, surtout quand il parlait d'international, où je trouve que les investisseurs, ils ont pas assez pris en compte ce potentiel que tu peux avoir sur le marché, enfin sur d'autres marchés comme les USA. Donc voilà, c'est Ouais. intéressant. Et peut-être que je sais pas si toi, tu as des premiers retours enfin, pas des premiers retours, mais un avis sur le passage en lui-même. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez Ouais. différemment sur ce passage, peut-être? Parce que je peux Il y le a, il y dire, a- vous n'avez pas levé de fonds sur Kivodman associé. Attends, complètement, non, non, alors, on n'a pas levé de fonds. Alors, plusieurs choses. Déjà, les annonces de Benjamin sur le plateau. En fait, on sortait d'une. Alors, déjà, il est à l'aise parce que c'est un Il est ex-comédien, donc chaud. il est très bon pitcher. Euh, on venait de sortir d'une levée de fonds, en fait. On venait de lever un montant qui nous valorisait à 5 millions. C'est des choses qu'on voit pas forcément sur le montage qui est diffusé parce que voilà, on a un passage de 45 minutes ou 1 heure devant le jury. Il y a plein de trucs qui sont coupés. Et donc, les discussions un peu techniques sur le fait qu'on est levé avant à tel valo et qu'on pouvait pas trop négocier la valo et tout ça, bah, c'est des trucs qui passent pas forcément, qui en l'occurrence là, ont été coupés. Ce qui a fait aussi que il pouvait pas trop faire de contre-propale en fait le jury et c'est la raison pour laquelle on l'a pas levé aussi. Après voilà, nous on venait de lever financièrement plutôt confortable. On faisait une émission évidemment pour la visibilité que ça apporte et on aurait été content aussi d'avoir un investisseur mais plus pour l'apport humain que ça représentait. Par exemple si Tony Parker Oui, avait ça aurait été super pour se dire demain on va attaquer le marché US avec Tony Parker à nos côtés, c'est une folie quoi. Mais bon, c'est c'était clair. pas, C'est ouais, clair. pas fait. Mais en vrai, voilà. Enfin, comment dire, il y a que du bénéfice et que du positif à retirer. Quelle émission aujourd'hui te permet d'avoir 15 minutes en prime time à la télé pour parler de ta boîte? Bah, il n'y en a qu'une seule, c'est qui va être mon associé. Donc, euh, C'est donc ça, ça. opportunité de ouf. C'est clair. Ouais, c'est que tu as les chiffres sur le nombre de personnes qui vous voient dans l'émission, puis après qui vont sur le site, puis après qui commandent. Enfin, moi, je suis vraiment intéressé de savoir au niveau funnel marketing, qu'est-ce qui se passe, en tout cas sur cette première journée ou les 2 premières journées, au niveau, je te dis, trafic et vente sur un site Ouais. e-commerce, si tu es ouvert à les partager, bien sûr. Complètement, complètement. Il y a un truc qui est important sur qui va être mon associé, mais t'as pas trop la main dessus, c'est est-ce que tu passes pendant la coupure pub ou non? Parce que c'est là que les gens vont aller sur ton site. On a eu cette chance-là. Si mes souvenirs sont bons, on a fait environ 50 ou 60 000 visites au moment du passage. Donc, du coup, c'est la courbe qui fait le plus comme ça de toutes. C'est la courbe de tes visites, parce qu'il se passe un truc de ouf, qui est que voilà, t'as un volume de visites complètement hallucinant qui vient sur ton site, mais ça redescend aussi très vite. C'est-à-dire, 1 heure après, bah, t'as divisé par 10 par rapport à ton pic. Bien sûr. Voilà. Bah, les ventes qui suivent derrière, nous, globalement, on était assez contents. On a maintenu un assez bon taux de conversion, autour de 3% pendant toute l'émission. Donc, c'était plutôt assez cool. Et en termes voilà, de chiffre d'affaires, on a fait sur notre site et Amazon confondu, on a fait 150 000 € à peu près en 24 heures. Voilà. Ah bah, je sais que ça c'est beaucoup ça. Je sais qu'il y en a qui, déjà quand ils font 100 000 euros, ils sont contents. Donc 150 000 en une journée ou en une soirée, c'est hyper bien. Et puis après, il y a toujours les jours suivants, parce qu'en fait, il y a des replays de l'émission, il y a des gens qui voient plus tard. Donc je présume que tu voyais encore un effet les premiers jours après la diffusion. Ouais, ouais, complètement. En fait, il y a un effet où tu fais, voilà, le week-end qui suit, tu fais les chutes de ma boue encore, quoi. Donc, c'est clair et net. Et au bout d'une semaine, ça ralentit progressivement. Mais voilà, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires quotidien, il est 2 à 3 fois supérieur à ce que je faisais en émission. Deux à Alors, trois fois supérieur. Ah, c'est incroyable. mais, Et ton budget ads, est-ce qu'il a bougé ou il est le même? non, non, mes budgets ont augmenté. Mes budgets ont T'as augmenté. augmenté tes budgets. Un Ouais. meilleur, ouais, c'est que j'ai un meilleur
chiffre d'affaires quotidien. Ouais, c'est vraiment super. Enfin, en tout cas, bravo. Mais Michael Pan de Flotte, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi, mes budgets ads, du jour au lendemain, bah, ils ont augmenté. Je ne me rappelle plus de combien, mais je pense que c'est comme toi, 2 fois 3. Et en fait, il a réussi à maintenir ça sur du très long terme, sur le coup, enfin, sur les 2 ans qui ont suivi. Sur là, ils investissent encore plus. Et c'est vrai que vous, si vous avez augmenté les budgets, je présume que c'est parce que ça marche bien, c'est parce que ça suit en termes de vente sur le site. Revenons peut-être sur les actions que vous avez mis en place dans le digital. C'est-à-dire, je suppose que quand l'émission a eu lieu, ben, le site était prêt. Donc, ça, évidemment, au niveau du serveur, il faut faire attention. Mais au niveau marketing, vous avez mis en place est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers sur le site ou via le CRM ou via les ads Ouais. ou encore d'autres plateformes? Complètement. Alors, on a beaucoup travaillé sur tous les aspects pour être prêt le jour J. Il se trouve qu'on était la première émission à passer. On est passé pour la première émission, donc c'était assez chaud en vrai. Moi, j'étais en vacances tranquille fin décembre en me disant bon, a priori, on passera pas les premiers parce qu'on n'a pas reçu de coup de fil nos 10 ans qu'on passait. Donc, j'étais content de pouvoir passer un peu de temps en famille. Et là, le 28 décembre, dans ces eaux-là, soit le fameux coup de fil nous disant vous passez les premiers le 17. Et là, énorme rush. J'ai un peu écourté mes vacances et on a taffé comme des malades, on peut le dire, hein, pendant 3 semaines pour être prêt le jour J. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Site web, ads et email, en gros, qu'il fallait travailler à fond. Donc, site web, on l'a beaucoup retravaillé, on a mis beaucoup plus de main sur les sites, là où à l'époque, on était encore très, très actifs sur le produit. Donc voilà, on a mis à jour vraiment à fond, surtout le homepage. En fait, les pages produits, on n'a pas trop voulu y toucher parce que c'est là que se joue vraiment la conversion. Donc, un peu tricky d'aller tout bouleverser la veille d'un moment où tu vas recevoir beaucoup de trafic sur le site. Donc, on s'est dit, on focus vraiment sur là où l'image de marque peut transparaître le plus. Donc, la homepage et la navigation, en gros, voilà, le header, ainsi de suite. Et une landing page qui va être mon associé. On a pas mal bossé aussi. Ouais, j'ai vu que sur la homepage, ça a pas mal bougé, qu'il y a beaucoup plus d'humains. Ok. Ouais. Et ok, super intéressant. Et ensuite, donc, on a fait des packs aussi dédiés. On a fait 3 packs dédiés qui vont être mon associé. C'est-à-dire, voilà, ils sont brandés qui vont être mon associé. Et puis, il y avait des réductions spéciales dessus. Et on a fait aussi un genre de jeu concours un peu spécial via une roue de la fortune, donc assez classique, mais pareil, aux couleurs de qui va être mon associé pour aller récupérer un maximum de mails. Et pendant 2 à 3 semaines, on avait une réduction de 15% pour l'inscription à la newsletter, là où généralement on est plutôt autour de 10%. Voilà, pour booster aussi, parce qu'il y a du chiffre d'affaires direct que tu vas faire, mais aussi toute la base mail de personnes venir cumuler qui vont potentiellement acheter 3 jours après, une semaine après ou un mois après, quoi. ouais, hyper intéressant tous ces dispositifs. Celui que je préfère, c'est la roue de la fortune, enfin la petite roue que tu as sur le site, parce qu'en fait, ça te permet vraiment de. Enfin, il y a l'aspect un peu gamification qui fait que tu as envie d'y jouer pour voir ce que tu vas gagner. Donc, je suppose que niveau récolte d'emails, ça a dû être énorme. Je sais pas si tu as aussi les stats de ça en termes de récolte d'emails. Je crois qu'au bout de quelques jours, on était à 20 000 mails collectés. Donc, c'est assez important. Et puis, non, je ne pourrais plus dire exactement combien de mails on a en base là, parce qu'entre ceux qui sont des inscrits, ceux qui sont encore vraiment actifs, mais on est autour de 100 000 euros de mails actifs. Comme ça. Ah ouais, non, je veux dire 100 000. 100 000. 100 000 mails adressables en tout, avec ce qu'on avait déjà avant. Donc, c'est quand même assez. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, c'était très bonne idée parce que je pense qu'on n'y pense pas forcément, mais quand tu passes sur Kevin Associé, tu te dis, bah, ok, je vais essayer de faire le maximum de chiffre d'affaires possible. Alors que tu peux aussi essayer d'aller chercher le maximum de personnes possible pour ta base mail, parce qu'on sait que le CRM, c'est quand même quelque chose qui aide à aller chercher de la vente, que ce soit en acquisition, en rétention. Les packs aussi, je trouvais ça sympa. Donc, quand tu dis pack, mon Kevin Associé, c'était quelque chose de spécifique, c'est-à-dire un mélange de différents produits ou c'est un bundle simplement? Composition de produits qu'on avait un peu changé, mais globalement, il n'y a pas de grosse différence à part le fait qu'il est marqué qui va être mon associé dessus et une promo dessus. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, tu arrives, c'est personnalisé, tu dis, ah bah tiens, moi je viens de Kevin Associé, tu vois le pack, donc naturellement, tu cliques dessus et ça t'amène rapidement sur la page produit. Exactement. L'idée, c'était vraiment d'aller guider les utilisateurs vers là où on voulait qu'ils aillent. Donc, leur simplifier la vie, qui va être mon associé, il nous a vu sur qui va être mon associé, il clique sur le pack, il l'achète.
Mais Je trouve que c'est très malin. Mais je pense que c'est bien. J'avais pas forcément entendu ça de la part des autres que j'ai eu sur le podcast qui veulent m'associer. Et puis après, c'est que je me pose toujours en tant que média buyer, c'est sur le retargeting. Je suppose qu'à ce moment-là, vous dites ben, le soir de l'émission, j'ai envie qu'on me voit le plus possible en ads. Donc du coup, je suppose que vous avez augmenté vos budgets de retargeting à ce moment-là bien précis, en plus des budgets d'acquisition. Ouais, bah, on a augmenté notre budget de retargeting, surtout après l'émission en fait, parce que c'est là que il y a eu un énorme pic de trafic. Ouais. Nous, on a, je rentre un peu dans le détail, hein, c'est peut-être un peu trop tôt, mais en Meta, on a une campagne qui est dédiée au remarketing, qu'on pilote au repeat, qu'on essaie de garder autour de 5 par semaine. Ouais, c'est bien. Et donc, au fur et à mesure que il y a ton bassin d'audience retargetable qui augmente, tu augmentes ton but. C'est assez mécanique. Simplement, ouais. C'est assez mécanique sur le coup. C'est assez mécanique, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, si tu vois, on peut aborder le sujet Facebook Ads. Enfin, déjà, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont compris que vous étiez assez méta-dépendant. Donc, je présume que si je te pose la question, quels sont vos canaux d'acquisition au début, aujourd'hui, tu vas me dire Meta, Google. Je sais pas si on a un autre sur lequel tu es vraiment présent, en plus de Meta et Google. Payant. Meta. Voilà. Après, l'influence peut-être, en termes de. C'est comme tel. C'est vraiment epsilonesque pour le moment. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de tester un peu plus, mais c'est assez chronophage et j'ai pas le temps. Moi, je pense que, en fait, ça vous dit j'ai pas le temps, mais de toute façon, tu connais 900K, ils sont un grand canal d'acquisition, c'est Meta et c'est une marque qui cartonne. Et en fait, c'est aussi quelque chose que tu peux, à mon avis, sur lequel tu peux témoigner, c'est que tu peux être très très fort sur 2 canaux d'acquisition et te dire que tu as encore du potentiel d'aller plus loin. Surtout quand tu as des produits de grande consommation, là, tu sais que tu peux toucher quasiment toute la France avec Meta et Google à eux deux. Complètement. En fait, moi, j'ai une conviction, mais que j'ai mis du temps à me forger, hein, mais que là, je pense que je suis assez clair là-dessus. C'est déjà soit une star de méta avant de commencer à aller taper d'autres canaux. Ça sert à rien d'aller diluer ton budget sur Pinterest, Snapchat et 15 autres TikTok. Si t'es pour TikTok, évidemment, si t'es pas déjà très bon sur méta. Je parle de méta pour nous. Hein. Après, évidemment qu'il y a des marques qui sont plus pertinentes sur TikTok pour raison des produits qu'ils vendent, leur cible et autres. Mais en tout cas, je pense que c'est l'effet multiplicateur, il est beaucoup plus important si tu es très bon que sur un canal que si tu es moyen sur beaucoup. Ouais. Et que l'effet de saturation d'un réseau social, en tout cas de méta, il se fait pas avant, je pense, à plusieurs centaines de milliers d'euros dépensés. Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Là, c'est bien que tu dises le chiffre plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que je pense qu'il y en a qui disent, ok, c'est que c'est 50 000, 100 000, 80 000. Non, je pense que tu peux aller bien au-delà des 100 000 euros. Déjà, quand tu dépasses 100 000 euros par mois, tu es déjà un gros annonceur, on va dire, sur Meta en France. Voilà, tu touches littéralement des millions de personnes quand tu mets des budgets comme ça. Mais voilà, tu peux quand même aller plus loin, et on le sait, tout est une question de créa et d'axes et d'angles que tu peux adresser pour aller chercher le maximum de clients sur ces plateformes-là. Peut-être pour reprendre sur Meta, on parlera de Google parce que ça m'intéresse aussi. Comment vous avez démarré sur Meta? Est-ce que c'était, je comprends bien, pour booster la campagne Ulule? Ouais, alors on a commencé sur Meta avant même la campagne Ulule. Donc là, je vais pas faire un cours sur comment faire une bonne campagne Ulule parce que c'est tout un sujet et ça prendrait 1 heure. Mais globalement, ce qui est important pour faire une bonne campagne Ulule, c'est préparation et exécution. Préparation, ouais. Ça consiste à arriver le jour J du lancement de ta campagne en sachant déjà que qu'elle va marcher, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tu as fait un gros travail en amont de collecte de leads. Donc nous, on a beaucoup itéré sur une première landing page, on allait collecter des emails sur la landing page en elle-même et sur les ads qui amenaient à faire cette landing page. Donc on a fait quelques ads avec les moyens du bord. À l'époque, hein, c'était quelques créas faits de briquet de broc statique qui disaient venez vous inscrire pour bénéficier de moins 20% le jour du lancement sur Ulule, quoi. Ouais. Et on a commencé on a vraiment pu itérer sur ok, c'est ce produit-là qui marche mieux en acquise, donc l'éponge en l'occurrence. Ok, c'est tel message qui marche mieux. Par exemple, le caractère hygiénique de nos éponges, plus que l'aspect purement écologique, en tout cas pour aller convaincre les gens de les acheter. Et d'itérer aussi sur la manière dont on présente nos produits, même sur la DA en fait. Hein. On faisait des landing pages avec des DA très différentes et on voyait ce qui marchait le mieux, quoi.
Si je te montrais la première landing page qu'on a faite sur Enga avant Ulule, ça ressemble pas du tout à ce à quoi le site ressemble aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Après, on a avancé sur Ulule. Là, on a eu des vidéos qu'on avait faites avec Commedia. Donc, comme je ne sais pas si tu les vois, ils font une agence de vidéos, ils font des vidéos très quali. C'est pas trop ce que vous faites, quoi, mais en fait, il fallait qu'on en fasse une quoi qu'il arrive pour la vidéo Ulule, qui elle est vraiment un prérequis, quoi. Faut que tu aies une vidéo qui dure X minutes pour que ta campagne elle marche. Et on en a profité pour faire des vidéos plus publicitaires aussi. Et voilà, et on a tourné pendant 6-7 mois avec quasiment que ces vidéos-là. Et la vidéo quotidien dont je t'ai parlé aussi, qu'on avait lancé après. Et bon, bref, en gros, on a tenu pendant 6-7 mois avec une dizaine de créas. C'est à peu près le nombre de créas que je fais par semaine maintenant. Donc, à nouveau, je sais pas. C'est fou. Ah oui, c'est fou. Comment j'ai pu tenir autant de temps avec aussi peu de créas, en vrai. Et en fait, quand tu dis que tu as tenu autant de temps, c'est que à l'interne, tu n'avais pas les ressources pour faire ces créas-là. C'est-à-dire, je présume que c'était toi qui pilotais les campagnes et je présume que tu n'es pas non plus un graphiste. Donc, du coup, tu ne peux pas forcément produire facilement des contenus. Alors, on avait des moyens limités à l'époque. Les campagnes marchaient, donc on n'avait pas forcément l'envie de changer. L'envie de changer ou la nécessité de changer. On se disait, ça marche, voilà, tant mieux, quoi. Et ouais, moyens limités. Moi, je suis pas de la génération TikTok, donc ça me prend du temps de faire une vidéo. Je sais pas, c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Donc ouais, c'était pour ces raisons-là. Évidemment, si on avait eu le temps d'en faire plus, on aurait fait plus, mais on a vraiment changé notre manière de fonctionner sur Meta au moment où on a lancé notre site et on y a été un petit peu contraint, on va dire. Ok, ouais, je comprends. Parce que de toute façon, parce que vous pouvez plus vous baser uniquement sur la campagne Ulule et sur finalement d'autres façons de communiquer sur le produit. Donc, il fallait inévitablement tester des choses et lancer des nouvelles créas. Rapidement, ouais, dis-moi. Vas-y. En fait, c'est assez intéressant. Et j'en ai parlé avec Emeric, il a un peu vécu le même truc. Emeric de 900K, qui est eux aussi sur Ulule et qui après avait lancé leur e-commerce. Et on a vécu le même truc de, OK, tu passes d'un exercice où finalement tu vends un projet avec une campagne sur Ulule, tu vends un projet, une adhésion au projet en fait, plus qu'un produit, à un site de e-commerce où tu vends un produit. Et les codes ne sont pas du tout les mêmes, que ce soit sur l'ad, sur le site web ou autre. Et donc nous on a connu, on est passé d'un taux de conversion qui passait de 3% sur Ulule à 2%. Ok. Gars qui font plus 50%. Et Emeric, je crois que c'était plus ou moins dans cette sorte de grandeur-là. Je ne peux pas donner de chiffres, mais il a vécu le même truc. Et on a mis du temps, en fait, à assimiler les codes du e-commerce. Du e-commerce classique, quoi. Pas du e-commerce pré-vente sur Ulule, qui a des codes très différents, mais les codes du e-commerce classique sur le site, d'une part, et sur les ads, d'autre part. Ok, je veux bien que tu nous dises un peu peut-être que ce que vous avez appris en fait durant ces premiers mois de campagne sur Meta, donc en 2023, en basant uniquement sur le fait d'être sur un site e-commerce. Qu'est-ce que tu as vraiment changé dans tes ads, en termes de message, de format, de concept, et sur le site également? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu t'es peut-être rendu compte que certaines landing pages fonctionnaient mieux que d'autres, ou sur certains quick wins que tu pouvais ajouter sur tes pages produits pour améliorer ton taux de conversion? Ça, je veux bien que tu nous expliques. Et puis après, clairement, il faut qu'on faut que on aborde le sujet créa, parce que je pense qu'il y a des trucs à dire de votre côté. Complètement. Alors, il y a plein de trucs. Donc, je pense que tu as compris un peu en filigrane, les premiers mois de 2023 n'étaient pas très bons sur le site. On apprenait un nouvel exercice, c'est normal, il y a une courbe de progression. Mais sur le site, on a appris à faire des bundles qui marchaient mieux, par exemple. On a mis à jour nos photos. En fait, ce qui est super important pour qu'un site fonctionne bien, c'est selon nous, un site de e-commerce fonctionne bien, c'est d'avoir des super photos, super quali. Donc là, on ne les avait pas forcément, mais le visuel est super important. Les avis sont super importants. Au début, tu n'en as pas des tonnes, parce que tu n'as pas forcément beaucoup vendu, donc tu n'as pas beaucoup d'avis. Et le merchandising, et ça te permet de faire des tests. C'est-à-dire, nous, notre best-seller aujourd'hui, c'est le pack 4 éponges. C'est tout con, on fait 4 éponges, 4 couleurs. On n'a pas eu sur le site avant le mois de mai 2023, donc on se privait un peu de vente potentielle là-dessus. Mais en tout cas, il y a une courbe de progression sur le site, et donc, ce qui nous a fait passer de environ 2% de taux de conversion à début 2023 à 4,5% à la fin 2023. Tu vois. Et il y a évidemment des testings et tout ça sur des
des specs sur où est-ce que tu mets ton bouton et tout ça. Mais je pense que en fait, c'est l'aspect plus merchandising, visuel et réassurant. Je t'ai dit avec Rabi, qui peut expliquer cette croissance du taux de conversion. Et évidemment, les ads, j'y viens, qui sont plus pertinentes et qui s'adressent aux bonnes personnes. Bien sûr. Sur les ads. Et t'as pas parlé. Ouais, t'as dire. Vas-y, je te laisse enchaîner. Et, sur la partie ads, pour le coup, on a beaucoup progressé entre ce qu'on faisait à l'époque de Ulule. On en avait des ads, comme je te l'ai dit, qu'on a fait avec Com, donc avec un rendu très léché, très quali, quoi. Très télé, finalement. Même si on avait un peu essayé d'adapter les codes, mais finalement très télé, mais qui fonctionnait finalement pour Ulule parce que Ulule, ça reste le domaine de l'aspirationnel et tout ça. Donc finalement, c'est pas si loin que ça des codes télé. Mais ça marchait plus du tout sur le site. Là, on a commencé à essayer de faire des formats un peu différents. On a essayé de refaire des trucs un peu. GC, ça arrivait un petit peu après. Mais ouais, on a commencé du GC. On a commencé à faire pas mal de vidéos. On est parti un peu dans tous les sens au début. Il y avait des choses qui marchaient, d'autres beaucoup moins. Et on s'est rendu compte que si on voulait devenir fort sur Meta, il fallait qu'on devienne fort en créa. Et donc, c'est tout con à dire, parce que maintenant, c'est peut-être devenu un lieu commun, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore. Donc, je le répète, Meta, c'est la créa, beaucoup plus que le paramétrage des campagnes ou autres, même si c'est évidemment très important aussi. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, les clés de succès sur Meta, c'est ta capacité à faire des créas qui performent et à mettre en place un process de testing et de scale de tes créas qui performent efficaces. C'est très clair ce que tu dis, ouais, c'est très clair, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'allais dire, c'est j'allais faire le parallèle avec 900Care et Breakgrange, parce que tu l'as mentionné, et on pourrait créer des similitudes entre vos deux marques. Déjà, je suis sur le podcast, donc il m'a un peu dit des choses similaires que ce que toi tu m'as dit. Il m'a dit voilà, on a compris qu'on devait être très fort sur Meta, donc on a tout misé là-dessus. On a compris également que pour être très fort sur Meta, il fallait faire beaucoup de créa, donc on a tout misé là-dessus et on a internalisé la créa. Il m'a dit également deux choses. C'est qu'ils ont découvert qu'en modifiant leur offre et la façon dont elle est présentée dans Meta, ça allait booster leur taux de conversion. Donc, c'est un peu ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as constaté que tu as certains bundles qui ont mieux fonctionné que d'autres, notamment le bundle 4 éponges, donc vous avez poussé là-dessus. Ouais. Et autre chose, et peut-être tu n'en as pas forcément beaucoup parlé, c'est peut-être que c'est le cas. Hein, il m'a dit qu'il a optimisé son tunnel de conversion avec le headless. C'est vrai que c'était l'un des premiers à m'en parler. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose au niveau du tunnel de conversion pour améliorer la dernière étape, c'est-à-dire entre la mise au panier et l'achat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé de votre côté et qui a permis d'améliorer les choses? Alors, pas tant que ça. En fait, là où 900Care avait une problématique qui était assez différente, c'est que ils avaient une offre qui était assez innovante. T'as pas l'habitude de t'abonner pour du gel douche, quoi. il y avait un gros travail, je pense, effectivement, d'optimisation du tunnel de conversion que nous, on n'avait pas trop parce que, on vend des éponges sur un site e-commerce simple. Donc, c'était plutôt sur la partie vraiment expérience e-commerce sur le site. On essaie de suivre les bonnes pratiques, d'itérer de manière classique, mais il n'y a pas eu de révolution. Ok, je comprends. Ok. Sur ouais, dis-moi. Non, c'est tout. Vas-y. C'était tout. Ok. Ouais, non, j'allais dire. Je vais maintenant revenir sur la partie ads et peut-être, je sais pas si tu es ouvert à en parler, c'est la structure du compte. Genre, comment est-ce qu'on est structuré? Est-ce que tu peux en dire plus sur quel type de campagne vous avez? Je demande pas forcément de dire toutes les campagnes qui tournent, mais globalement, à quoi ressemble ton compte publicitaire? Et puis après, on essaiera de voir comment est structurée la créa en fonction de ça. Ok, très bien. Alors nous, c'est assez simple. On a 4 campagnes sur le compte. On a une campagne de testing. Je peux y revenir, mais c'est dans mon test nous créa. On a une campagne ASC+, donc Advantage Shopping Plus. Advantage Shopping Campaign Plus, pardon. C'est là où on laisse un peu la go faire ce qu'il veut sur un targeting très, très broad. On a une campagne qui est en CBO avec quelques adsets, mais très limités. Il y a un adset lookalike, un adset broad, grosso modo, pour la faire simple. Il y a parfois on teste quelques adsets en plus, mais c'est tout. Et une campagne de remarketing. D'accord, ok, d'accord. Donc je suppose qu'en fait, moi je comprends, ton compte il est vraiment très broad et très sur l'intelligence artificielle, parce que tu n'es pas forcément à fond sur le fait de tester des intérêts, si je comprends bien, ou de diversifier tes campagnes par gamme. Moi je t'avais déjà dit que c'est un truc que j'aimais bien personnellement, mais tout est possible sur un compte Facebook, on peut scaler, même en ayant quelques campagnes.
Ouais. Peut-être dans un premier temps, est-ce que tu différencies tes créas acquisition retargeting ou là sur le coup, en fonction de ce qui marche, tu le mets sur toutes les campagnes et il n'y a pas trop de débat là-dessus? Alors, je pense qu'on a beaucoup progressé sur Meta. On est passé de allez, 2 sur 10 à 7 sur 10 aujourd'hui. On a encore beaucoup de marge de progression. Donc, et notamment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des créas sans forcément trop réfléchir à est-ce que c'est du retargeting ou pas. En fait, le retargeting, on se rend compte que c'est un budget qui est assez faible. Donc, j'ai un peu du mal à me dire qu'on va faire des créas que pour ce petit budget-là. Là où finalement, les créas simples avec code promo, ça marche très bien en retargeting. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos vraiment très travaillées, très produites pour le retargeting. Ça, c'est le premier point. Donc, in fine, voilà, 90%, 95% de ce qu'on fait en vidéo et en statique, je le pense pour l'acquisition, plus que pour les marketing. Ok, je comprends. Ouais. Et, Ouais. euh, et la créa, vous la faites en interne, hein, on est d'accord. La créa, donc, on a fait, non, oui, on a fait en interne. La créa vidéo, donc on a un vidéaste en interne qui s'occupe de faire Ok, toutes les vidéos qu'on fait, sauf les vidéos UGC. Les vidéos UGC, on passe par des créateurs de contenu UGC. Voilà, on a ok. notre petit catalogue de créateurs de contenu UGC avec qui on a des relations assez régulières. Et on essaie de vraiment de spotter les meilleurs et travailler avec eux sur le long terme. On passe pas par une agence pour la partie UGC. On fait les scripts nous, on les envoie aux créateurs de contenu et ils font leurs vidéos. Si jamais on sent qu'ils ont un petit talent ou une appétence pour l'écriture et la rédaction de scripts, ils font en ciné. Mais généralement, ça vient dans un second temps. La vidéo, donc je te dis, on a fait en interne, et les statiques, c'est moi qui l'ai fait sur, Ah, c'est vrai? je l'ai fait moi sur PowerPoint. Donc, Mon Dieu, sur PowerPoint, va sur Canva. Canva, c'est plus simple. Non, franchement, Canva, c'est top pour faire les statiques. En fait, ils ont des modèles déjà faits, je trouve ça sympa. Mais c'est bien, c'est vraiment marrant comme tu m'expliques que c'est toi qui l'as fait. Et en fait, intéressant. Tu voulais dire quelque chose là-dessus? j'étais consultant pendant 8 ans, donc je maîtrise très bien PowerPoint, donc ça me prend pas beaucoup de temps, mais c'est pas du tout un outil qui est fait pour ça. Hein. Je le conseille à personne. Écoute, je vais aller voir plus tard les créas statiques. J'en ai déjà vu quelques-unes et vraiment curieux de voir lesquelles je pourrais déceler qui ont été faites via PowerPoint. Vraiment trop bien. Et par contre, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu m'as dit là, c'est que vous n'avez pas forcément une agence pour l'UGC et que vous travaillez en direct avec les créateurs. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Comment vous avez rencontré les créateurs? Vous êtes allé vers eux? Vous avez trouvé comment? Des créateurs, il y en a des milliers, donc il faut choisir les bons. Alors, il y a, alors, effectivement, il y a des milliers et notamment des dizaines qui te contactent eux-mêmes. Donc déjà, il y a beaucoup de demandes entrantes. Je pense que je dois recevoir entre 1 et 3 mails de créateurs de contenu UGC par jour. Donc, Ah oui, déjà, ok. pas. Et après, il y a un site qui est super. J'ai oublié le nom. Je suis désolé. Si je le retrouve, je te dirai. Voilà, qui liste pas mal de créateurs de contenu UGC qui sont vraiment très quali pour le coup. Ok, donc c'est un site français sur le coup. Ouais, français. Ouais. Ok, intéressant. Ok. Et là, tu me disais, vous travaillez avec quelques-uns et vous leur envoyez directement les scripts en fonction de ce que vous voulez raconter. Ouais. Tu peux m'expliquer aussi les scripts, comment ça ressemble à quoi pour toi un script UGC? C'est quelques bullet points ou est-ce que c'est vraiment genre frame par frame ce que tu veux que le créateur communique? Donc, c'est un entre-deux. Il y a le script qui est très écrit pour le coup, mais après, on laisse toujours la liberté au créateur de contenu de le reprendre un peu à sa sauce et d'utiliser ses mots. Et après, D'accord. on donne quand même, si on donne quand même pas mal de précisions sur les cadres et tout ça qu'on veut voir en vidéo. Ok, donc c'est pas un truc que tu fais en demi-heure, quoi. Ça prend quand même un peu de temps, le fait de réfléchir un peu à l'histoire qui va Ouais, ça, être à ouais, raconter. ok, mais ça reste comme de la bande passante hein, qu'on prend en interne. Hein, c'est des ressources. Hein. On a Thibaut qui travaille sur, donc notre CMO qui travaille sur les scripts, Anaïs aussi qui travaille avec lui dessus, parfois moi qui m'y mets de moins en moins, mais j'ai pu aussi faire des scripts UGC. Donc ça prend du temps, Ouais. ouais. Ça prend du temps. D'accord, ok, très clair. Écoute, je vais revenir aussi sur la stratégie de contenu. C'est vrai que Ouais. on sait, la création sur Facebook, oui, il faut faire des belles créas, oui, il faut faire certains concepts, mais c'est quoi votre stratégie? Comment vous définissez les concepts, les messages que vous allez adresser? Et D'accord. est-ce que vous déclinez vos formats? Est-ce que vous itérez? Enfin, je suis vraiment curieux de savoir comment vous faites de votre côté. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites que j'ai peut-être jamais entendues ou que nous on fait aussi, donc ça m'intéresse de savoir un peu. Et puis après, on passera à la partie vraiment testing, comment vous lancez les créas, comment vous les testez, à quoi ressemble votre campagne de testing. Et D'accord. je pense après on aura tout abordé sur la partie méta si je te dis pas de bêtises.
Ok. Yes, avec plaisir. Alors, il y a d'une part, en amont, la réflexion autour des concepts que tu veux tester. C'est-à-dire, je vais tester un concept de micro-trottoir, un concept podcast, un concept, voilà, ça peut être super varié, un concept plutôt montage télé, ainsi de suite. Et ça, pour trouver ces idées-là, bah, c'est surtout des idées en interne, du brainstorming et évidemment beaucoup de benchmark. D'accord. Ouais, du benchmark et brainstorming en interne. Ok. Ouais, il y a un super outil qui s'appelle Foreplay qui permet de faire du Ah benching oui. efficace, qui permet en fait d'enregistrer les vidéos que tu vois sur Facebook et TikTok aussi, si je me trompe pas. Dès que tu envoies une qui est sympa, dès que tu vois une pub qui est bien, même d'ailleurs, maintenant aussi les vidéos organiques, tu peux les enregistrer. Et donc voilà, tu as ta bibliothèque des meilleurs as que tu as pu voir passer sur le méta français, le méta US. En France, on commence à avoir des gens pas trop mauvais en créa. 900 cartes, on a parlé, évidemment, ils sont très forts. Boku, superstar aussi. Et les skins aussi, je trouve pas mal, que je regarde souvent. Voilà, qui n'hésitent pas à aller loin dans leur concept et tout ça, qui sont assez innovants. Et après, sinon, on regarde beaucoup aux US. D'accord, ok. Smile, Dr. Squash. En bref, il y a pas mal de usual suspects qu'on regarde régulièrement pour avoir des nouvelles idées à tester. Donc ça, c'est un peu Ok, la je comprends. on va dire en amont. Choper de nouvelles idées, les tester. C'est grosso modo comme ça qu'on fonctionne. Dès qu'on a un concept qui marche, on va essayer de le réitérer selon des angles marketing un peu différents, avec un angle plus écologie, avec un angle plus hygiène, un angle plus économie ou efficacité. Oui, je comprends. Et les hooks aussi, avec des trucs très visuels. Ouais, pour qu'on soit très clair là-dessus, parce qu'il y a tellement de termes axe, concept, hook, etc. Ah bon? Admettons que tu constates que le concept, non, c'est pas grave, c'est pas du tout ta faute. Et imagine, tu prends micro-trottoir, ça marche bien. Dans le Ouais, micro-trottoir, tu as parlé d'économie et tu te dis, ok, ça a bien marché, j'aimerais bien le tester sur écologie, sur efficacité et sur hygiène, par exemple. Donc, c'est ça que tu voulais dire. complètement. En Ok. fait, vu que tu as un truc qui marche, tu te dis, OK, je fixe le format ou le concept qui marche bien, micro-trottoir. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait, mais j'aimerais bien tester. Merci 900K qui le fait. Et donc, tu as un concept qui fonctionne. Tu l'as testé avec, mettons, un angle marketing donné. Un angle marketing donné, d'économie, et bah, tu vas refaire un micro-trottoir sur l'écologie pour voir si ça fonctionne bien avec cet angle-là. J'ai Euh, compris. voilà. Et après, il y a le hook. Les hooks qui peuvent vraiment être rentrés dans l'équation de OK, ça te donne l'angle marketing de ta vidéo, mais pas forcément. Un hook, ça peut juste être un truc visuel débile. C'est voilà, Catchy, ouais. Ouais, c'est ça, c'est totalement. Bah, c'est ce que fait justement Émeric, hein. Il va se balader dans un supermarché, il va faire des bêtises ou des petites blagues. Et après, et la vidéo enchaîne. Et j'ai remarqué que il va avoir la même vidéo avec des hooks totalement différents. Et ça, je me rappelle, je trouvais ça dingue qu'on m'avait expliqué que il prenait des vidéos, il réassemblait le contenu, il refaisait des intros. C'était vraiment pas mal. Mais il faut pas oublier qu'un hook, ça peut être aussi une phrase d'accroche sur un visuel, hein, on peut avoir le même visuel, le même angle sur l'écologie, et juste changer la phrase d'accroche pour avoir un hook qui est différent. Donc, le hook, finalement, c'est une phrase ou une animation ou Ouais, un mouvement qui attire l'attention, quoi. Donc, complètement. Bon, les trucs, tu vois, les trois hooks qui ont le mieux marché, pour notre compte, les petits spoils, mais ouais, vas-y, avec plaisir. le faire parce que maintenant il y a quand même pas mal de gens qui l'ont compris. Il y a une vidéo où on lance une éponge jetable dans les toilettes avec un petit effet rewind. Ça n'a aucun sens. En vrai, qui fait ça, mais ça cartonne. T'as un hook rate à 50%. T'as tout ce qui est écrit sur des post-it ou écrit sur un plan de travail, tout ça, ou sur une assiette, je l'ai vu passer aussi. Ça cartonne. Ça marche toujours très bien. Ça t'assure d'avoir des hook rates généralement au-dessus de 30%. Tu vois, on a écrit stop avec des éponges par terre. Ça marche très bien ainsi. On se d'écrire stop avec des éponges par terre. Mais ça marche très bien. Et aussi, nous, on a lancé une éponge aimantée que tu poses sur une ventouse près de ton évier. Et le hook, c'était juste un petit doigt qui arrive, qui l'a fait tourner sur la ventouse. Et c'est tout. Alors, moi, ce que je vois, tiens, c'est que c'est souvent des scènes étonnantes qui marchent. Donc, vraiment, un truc que tu n'as jamais vu. Donc, en effet, jeter une éponge dans les toilettes, c'est très rare que tu vois ça. Donc, évidemment, ça a été intéressant. Donc, merci beaucoup pour les best practices à ce niveau-là. On essaiera de s'inspirer pour d'autres annonceurs. Peut-être autre chose que je voulais te voir avec toi, c'est
tu as expliqué que tu déclinais un format qui marche bien en changeant l'angle marketing, mais est-ce que tu fais la même chose? C'est-à-dire, mettons l'inverse, pardon. Tu constates qu'un angle marketing sur l'hygiène fonctionne bien, mais que tu vas le décliner en différents formats, en différents concepts. Ouais, alors, Ça, c'est un truc que nous, on fait en tout cas. Et c'est là où je te dis qu'on est à 7 sur 10, c'est-à-dire que ce truc-là, j'aimerais bien pouvoir le faire. D'ailleurs, on est plus loin que ça. Là, je t'ai parlé de format, angle marketing. Je pense qu'il y a aussi, l'aspect plus personnel, de dire, OK, alors personnel, c'est un peu différent pour nous. En marketing, on dit souvent, il faut qu'il y ait une meuf de 30 ans qui parle d'un produit pour le vendre à une meuf de 30 ans. Nous, c'est pas trop le cas. C'est vrai. Nous, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas trop envie de voir une meuf de 30 ans qui parle d'éponge. Je caricature, hein, parce que parfois ça peut être le cas dans certains cas de figure avec des créatrices de contenu qui sont très bien. Mais en fait, on se rend compte que les garçons marchent mieux sur le GC pour nos produits. Intéressant. Je pense qu'il y a un peu peut-être des biais culturels qui font que c'est plus appréciable de voir un homme qui parle de ménage. On est moins dans le cliché, quoi, on va dire. Donc, je comprends. Je comprends totalement. Voilà, en fait, il y a plein de variables que tu peux faire varier sur une ad, et aujourd'hui, on n'est pas encore assez bon. L'étape suivante pour moi, c'est d'arriver à vraiment être beaucoup plus méthodique sur OK, tel format a marché, je teste différents angles de marketing, différents personas, tel angle de marketing a marché, je le teste sur d'autres formats différents, différents micro-trottoirs, en podcast et ainsi de suite. Voilà. Et j'adore cette conversation que j'ai avec toi parce que c'est un truc qui me passionne et en fait, t'as pas vraiment de règles, t'as pas vraiment. En fait, c'est un peu en fonction des résultats que tu observes et de la bande passante, du temps à disposition, des ressources. Ou en effet, si tu n'as pas beaucoup de ressources, tu vas plutôt faire varier l'angle marketing dans un même concept qui a déjà été validé, que tu peux reproduire en changeant un tout petit peu le texte ou l'histoire. Mais tu peux en effet changer de persona, tu peux faire des concepts totalement différents. Pour un même concept, tu peux changer les hooks. Et après, quand tu changes les hooks, généralement, tu es plutôt dans le travail d'itération. C'est-à-dire que tu as un truc qui marche bien, et donc là, tu vas commencer à itérer pour avoir des meilleurs hook rates afin d'attirer plus l'attention. Donc, le hook rate, pour info, c'est le pourcentage de personnes qui regardent les 3 premières secondes de la vidéo par rapport aux impressions. Donc, du coup, on veut que ce soit le plus élevé possible. Donc, voilà. Donc, en tout cas, hyper intéressant. Merci pour tous ces partages. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux raconter là-dessus sur votre méthode de production. Ouais, un autre truc, je pense qu'une erreur qu'on fait encore aujourd'hui, on va essayer de m'en faire d'ailleurs, mais qu'on fait encore aujourd'hui, c'est trop d'itérer trop rapidement sur les hooks, alors qu'à mon avis, ça vient plutôt dans un second temps. C'est-à-dire tester 3 hooks différents sur une même vidéo qui marche pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que une mauvaise vidéo, t'as beau avoir le meilleur hook du monde, ça restera une mauvaise vidéo. Donc, je pense que dans notre manière de procéder aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va passer de 7 sur 8 à 7 sur 10 à 8 sur 10. C'est d'arriver à être plus méthodique et plus rigoureux dans notre manière de tester et de se dire OK, le hook, on teste en fin de course en fait. Une fois que tu as une bonne vidéo, tu testes différents hooks, mais pas avant. Ouais, je suis 100% d'accord. Moi, je peux te donner mon avis et ce que nous on fait actuellement dans mon agence, c'est on commence par tester des axes et des concepts. Donc généralement, les deux vont bien ensemble. Et puis, une fois qu'on a commencé à valider des axes, certains concepts, on commence à les décliner ou itérer sur des aspects comme le hook, le titre, la tagline. Donc vraiment ce que tu vois dans la première frame d'une image ou d'une vidéo. Donc c'est généralement ce qu'on fait. Donc parce que c'est logique. Si même avec le meilleur concept du monde, si tu as pas le bon angle marketing, donc que tu parles pas de ce qui vraiment va faire que le client va acheter, ça peut pas marcher. Donc il faut être attentif là-dessus au départ. Il faut y passer beaucoup de temps et il faut tester. Et justement, c'était ma question suivante, c'est comment tu testes tout ça. Tu parles d'une campagne de test. Alors voilà, il y a pas mal de façons de la réaliser. Nous, ce qu'on fait, généralement, en tout cas pour tester des axes et des concepts, c'est un ad set par axe et par concept, simplement. Je sais pas si toi si vous faites comme ça aussi. Et voilà. Ok, alors, c'est un vrai sujet pour moi, le testing, que j'ai pas encore craqué. Parce qu'il y a, comme tu le dis, pas mal de manières différentes de faire. Mais là, je pense qu'on est pas loin d'avoir trouvé un truc qui marche pas mal. On a une campagne de testing par laquelle on passe toutes nos ads, sauf cas exceptionnel. Genre, si je fais une ad réduction spéciale pour le Black Friday, pour quel jour donné, non, je vais pas la mettre en testing, je la mets directement en prod. Ouais. Mais sinon, quasiment tout passe par la campagne de testing. Et là, il y a un peu d'objectifs différents et de manières de faire différentes. Il y a un objectif de savoir est-ce que la campagne marche ou marche pas. Est-ce que la créa marche ou marche pas. Pas forcément besoin d'AB tester, tu as juste besoin de tester, de mettre un petit budget, de voir si les pertes sont bonnes au global. Donc là, on crée un ad set, on met la créa dedans et on met un budget dessus et assez rapidement, tu vois si la créa fonctionne ou pas et si, entre guillemets, elle mérite sa place dans les campagnes de scale.
c'est-à-dire les de prod, où il y a des gros budgets. Pour essayer de te prémunir contre le fait d'avoir trop d'ads dans les campagnes de prod, où l'algo Facebook a un peu plus de mal à bien dépenser, ou alors parfois va surdépenser sur des ads qui sont pas performants en termes de ROS. Voilà. Et il y a deuxième cas de figure, tu peux vraiment tester, tu cherches vraiment à avoir un insight, à savoir si telle vidéo marche mieux qu'une autre, généralement en faisant changer qu'un truc, donc on se l'est dit, que ce soit un look, soit le concept qui varie, soit l'angle de marketing qui varie, pour avoir un insight. Et là, on fait un A/B test plus rigoureux, au sens où on va essayer d'atteindre la significativité statistique avant d'arrêter le test. Donc là, c'est une campagne séparée, la campagne A/B test? Non, c'est en fait une campagne de testing où il y a toujours une créa par asset. Ça, c'est une règle qu'on ne dérange pas. Pour forcer la dépense, sinon, oui, pardon. Et on est en ABO pour le coup sur cette campagne-là. Donc, on fixe le budget au niveau de l'adset, au niveau de la créa, vu qu'il n'y a qu'une créa par adset, donc avec un budget fixe qui est dépensé par jour. C'est juste que dans le cas de figure où on n'est pas dans une logique d'A/B testing, on veut juste savoir si la vidéo marche ou marche pas. On va pas attendre d'avoir une significativité statistique super importante parce qu'on veut juste savoir si le rate est bon, le click est bon et on regarde éventuellement le CAC et le ROS, même si c'est plus compliqué parce qu'il faut dépenser beaucoup plus pour avoir des chiffres vraiment pertinents sur ces indicateurs-là. Et, ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais, je t'interromps là-dessus parce que souvent, on se dit, ok, je teste une créa, si j'ai dépensé 2 à 3 fois mon CPA et que j'ai pas mon CPA cible, je la coupe. Donc toi, j'ai l'impression que tu raisonnes différemment. Tu regardes ton create et tu regardes ton CTR, tu regardes un peu le CPA et ROS, qu'il faut quand même qu'il y ait des ventes, mais tu sais comme moi que ça prend beaucoup de temps avant que Facebook arrive à trouver une sorte de vitesse de croisière pour une créa. C'est ça que tu es en train de dire ou est-ce que j'ai mal compris la nuance? En fait, c'est juste que, mettons, tu mets un budget de 100 euros sur une créa, tu vas avoir plusieurs dizaines de milliers d'impressions, si je ne me trompe pas, plusieurs centaines de clics et quelques conversions. Oui. Voilà. Entre 2 et 10 conversions, quoi. Grosso modo, si tu mets 100 euros. Et que voilà, c'est grosso modo ces chiffres-là. Finalement, tu vas avoir beaucoup plus de data sur ton crate, sur ton CTR, que sur tes conversions. Avoir 2 points ou 3 conversions, enfin, avoir 3 conversions versus une conversion sur une autre vidéo, si tu fais un A/B test, ta créa A, elle a une conversion, ta créa B, elle a 5 conversions. C'est pas assez pour dire que la créa B, elle est meilleure, en fait. Enfin, selon nous, en tout cas. Très intéressant, ouais, très intéressant. Je suis en partie d'accord, donc ouais, c'est intéressant. Et là où c'est difficile, c'est que parfois, tu as des trucs où tu vas avoir ta créa A qui a un taux, mais je te mets enfin, je vais te dire par exemple, un hook rate à 40% et un CTR à 1,5%, j'ai n'importe quoi. Mais en revanche, que d'une conversion, et ta créa B qui va avoir des perfs beaucoup moins bonnes en termes d'engagement, mais 5 conversions. Et bah, là, moi, j'ai plutôt tendance à pousser la créa A. Voilà, parce que... D'accord, et c'est ça que ça fait débat. Ça fait toujours débat ce truc-là. Je sais qu'Emeric m'avait dit un peu la même chose. Il m'a dit comme toi, il m'a dit moi, je veux des trucs qui ont des bons creates et des bons CTR. Et moi, je suis plus mode business, je veux le meilleur CPA, quoi. Donc, c'est jamais simple de faire un choix. Si tu vas avoir un CPA significatif, enfin, statistiquement significatif, tu peux dépenser beaucoup et je peux pas oui, c'est vrai. Plusieurs centaines d'euros avant de savoir si elle est bien ou pas. Et après, je veux bien que tu me dises, donc imagine tu choisis la créa A, donc généralement, si tu as des exemples vraiment où ça a confirmé en fait ton choix de dire ok, j'ai choisi la créa qui avait le meilleur CTR et le meilleur hook rate, et quand je la mets dans ma campagne de scale, là en fait, je récolte les fruits de mon travail et de ce que je m'étais dit au départ. Complètement, pas plus tard que vendredi, là, c'est assez marrant, j'ai eu le même débat là, avec toi qu'avec mon agence, où moi je dis, viens, on pousse plutôt la créa qui a le meilleur hook rate et le meilleur CTR. Et la personne en face qui me disait, ouais, mais en même temps, l'autre, elle a un meilleur CAC sur le budget qui était de quelques centaines d'euros. Et j'ai dit, bon, ok, on coupe la part en deux, on pousse les deux dates, on voit laquelle marche le mieux sur la campagne de prod. Et c'était celle avec le meilleur hook rate et le meilleur CTR. Intéressant, vraiment intéressant. Mais bon. Un exemple, il faut faire 10 fois avant de pouvoir dire que ma méthode est la meilleure, mais c'est plutôt vers là que j'ai envie d'aller. Ok, d'accord.
Un autre truc que je peux donner, vu que tu es intéressé par le testing, qu'on a commencé à mettre en place sur les conseils de notre agent qui s'appelle G7 Media, c'est le fait d'avoir une campagne de trafic où tu mets vraiment un tout petit budget et tu commences à tester des choses qui, sur une très bonne créa, une créa qui marche bien, des choses qui sont mineures, comme le titre, comme le thumbnail pour une vidéo ou alors le hook. Et ça, c'est un truc qui est bien fonctionnel parce que ça te permet de voir assez vite finalement qu'est-ce qui te permet d'avoir les meilleurs CTR. Donc un petit conseil que je te donne, si tu as envie d'avoir une campagne de testing en plus en trafic et qui te coûte que quelques euros par jour, ça peut valoir le coup de l'avoir pour tester des itérations mineures sur des créas qui marchent bien en fait. Donc là, je parle vraiment de trucs qui ont déjà montré leur potentiel. Super intéressant. Voilà. En tout cas, ouais, bah, ouais, j'en tiens l'idée, je vais essayer de le mettre en place. Le truc à savoir, c'est effectivement, c'est beaucoup plus facile d'A/B tester sur une créa qui marche bien, sur une créa qui marche pas. Parce que sur une créa qui ne marche pas, bah, vous aurez beaucoup moins de conversions et donc ça va me prendre beaucoup plus de temps avant de savoir si tel titre est plus accrocheur qu'un autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai jamais été trop d'accord. Enfin, trop. Après, ça peut se faire, hein. Mais sur un truc qui marche pas, enfin, pardon, sur un truc que tu viens de démarrer un nouveau concept, un nouvel axe, de commencer à décliner beaucoup et beaucoup itérer dessus, alors que tu sais même pas ce qu'il a donné, je suis pas trop fan. Je préfère plutôt décliner et itérer sur un truc qui a déjà marché, ce qui me paraît plus logique. Après, chacun sa méthode. Il y en a qui le font et je pense que ça peut être sympa aussi. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter sur la partie testing, sur MetaAds? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est tout ce que je me dis, c'est du retour d'expérience. J'ai conscience qu'il y a des trucs qu'on peut encore mieux faire. Donc, ne suivez pas forcément exactement ce que je vous dis comme si c'était ma règle absolue, mais inspirez-vous non, c'est pas grave. Je suis d'accord. Sur Facebook Ads, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Enfin, même si nous on essaye de théoriser avec enfin, les marketeurs, les agences, il n'y a pas vraiment de règles. Je ne peux jamais vraiment dire qu'il y a une méthode qui marche mieux qu'une autre, contrairement à ce que certains aiment bien dire sur LinkedIn. Mais voilà, il faut se dire ça. Et peut-être une dernière question pour toi avant de passer rapidement sur Google, parce que je pense que voilà, le temps est limité. Est-ce que toi tu as des conseils justement créatifs pour les média buyers Facebook qui, comme toi, n'ont pas forcément le temps ou des ressources illimitées pour produire des créas performantes toutes les semaines? Peut-être des conseils ou des tips faciles à implémenter, et sinon on passe à la suite. Non, moi je pense que, enfin, j'ai pas de conseils vraiment très spécifiques à donner. Je pense que je suis pas suffisamment opérationnel pour vous dire tel nouveau setting dans Meta va mieux marcher qu'un autre. Moi, mes convictions globales, je te les ai données, hein, c'est travailler la créa. Il n'y a pas besoin de moyens limités pour faire des créas sympas. Je vous l'ai dit, moi, je fais mes créas sur PowerPoint. Si vous avez un iPhone, vous pouvez faire des vidéos. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir un matos. Donc, voilà. Du coup, c'est pas forcément le media buyer qui fait la créa, hein, mais si une personne qui, comme moi, poserait la question de commencer à investir sur Meta, je lui dirais travaille ta créa et sera nous ta capacité à les tester rapidement. Non, moi je suis d'accord, je pense qu'il faut parfois, et je dis parfois à mes équipes, même si voilà, c'est compliqué pour eux de devenir des créatifs, je dis parfois, ben, vous n'avez pas de créa par vos clients. Ils n'ont pas les moyens pour reprendre ils n'ont pas les moyens pour engager le studio. Pour autant, il y a des solutions. Et une solution qui est très simple, c'est à la mano. C'est apprendre à utiliser des outils comme Canva et produire ses propres créas. Le message qu'on a envie de raconter, ben, on va directement le dire nous-mêmes dans la créa. Et pour ça, il y a déjà des templates qui sont à disposition. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai découvert un truc qui s'appelle Creative Donut. Donc je pense que c'est créatif. J'ai regardé sur mon navigateur, ouais, creative-donut.com, et ils vous vendent des templates Canva pour, je regarde le prix, 37 dollars, je pense, un truc, c'est une sorte de prix, d'appel pour aller chercher, pour vendre ensuite d'autres produits. Non, par exemple, 49 euros, et vous avez plein de templates Canva pour tous les concepts les plus classiques sur Facebook, le nouveau SE, le bénéfice, call-out, témoignage, le format article. Et en fait, ça coûte 50 euros, quoi. Et vous avez juste à récupérer les templates et ça prend 2 minutes pour les réadapter. Alors évidemment, en termes d'image de marque, vous aurez peut-être les créas qui ressemblent un peu à celles de tout le monde, mais c'est une bonne façon de démarrer, quoi. Donc, premier conseil, c'est vraiment voilà, apprendre à utiliser des outils, apprendre à utiliser des templates. Et une fois que vous aurez des campagnes qui marchent bien et plus de budget, là, vous pouvez faire appel à des pros. Et voilà, ou même internaliser. Je sais Ouais, pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ma vision aussi bootstrap, on va dire. une classe classique, non, ça prend 5 minutes à faire. Enfin, je caricature. Mais ça peut être très rapide à faire. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas plusieurs allez, Ouais. plusieurs dizaines de créas sur votre compte à trier.
Je suis d'accord. Le créa statique, ça va très vite à faire. C'est plus facile d'itérer sur des créas statiques que des vidéos. Ça demande moins de moyens, ça, c'est sûr et certain. Et je pense, tu sais, c'est pas forcément moins efficace que les vidéos. Parfois même plus. Donc faut pas avoir peur de développer des créas statiques. Tu veux qu'on fasse un point rapide sur Google ou je sais pas s'il y a des trucs spécifiques que tu vas raconter sur la plateforme Google Ads. Moi, j'aime bien en parler quand j'en ai l'occasion, évidemment. Bien sûr. Alors, sur Google Ads, donc, nous, on a assez classiquement, enfin, moi, je suis vraiment deux lignes, en fait. Mes reporting, mes dépenses Google Ads liées à la marque et mes dépenses Google Ads liées hors marque. La marque, c'est un budget que je qualifie de défensif, c'est-à-dire, je veux que les gens, que lorsque j'en tape Winga ou Winga éponge sur Google Ads, tournent sur nous rapidement. Aujourd'hui, on est un peu concurrencé sur la marque, notamment par un acteur qui s'appelle Amazon, qui Ah oui. qui vend nos éponges. Là, on est distribué sur Amazon, mais du coup, je préférais qu'ils aillent sur mon site quand les gens tapent Linga sur Google. Voilà, ça permet de suivre ce genre de choses-là, en fait, de voir qu'il y a de l'intensité concurrentielle sur ma marque et des problématiques de cannibalisation entre Amazon et mon site. Et après, j'ai toutes mes campagnes, mes campagnes génériques. Les campagnes génériques, il y a une campagne Perfmax aussi qui se baigne un peu là-dedans. Je suis un peu moins au quotidien Google Ads pour le coup. Nous, on n'a pas une profondeur de catalogue qui justifie d'avoir des dizaines et des dizaines de mots-clés. Hein. On est sur éponge, essuie-tout, et un peu coton, et encore très peu, et mouchoir quasiment plus, voire plus. Donc, on essaie un petit peu de faire varier quelques paramètres pour aller chercher toute performance, avoir un flux produit qui soit quali et tout ça. Mais là, on rentre plus dans de la technicité, à faire varier tes target ROS, tes target CAC, des trucs comme ça. Donc moi, je suis un peu moins à l'aise de structure de compte, donc j'ai pas forcément beaucoup d'insights à donner sur. Ouais, je comprends. Voilà. On avait testé YouTube qui n'avait pas marché. On a fait un premier test il y a un an qui n'avait pas été très concret. D'accord. Ok. Ouais, Google Ads, tu l'as très bien résumé, c'est que il faut séparer marque et non-marque, et surtout il faut avoir une bonne profondeur de catalogue pour aller chercher beaucoup de mots-clés et pouvoir scaler. C'est un peu je sais pas si on peut dire que c'est le secret, mais c'est encore un autre sujet, et je sais que vous êtes beaucoup plus orienté méta que Google. Est-ce que tu as au niveau des budgets, est-ce que tu as tendance à répartir les budgets d'un mois à l'autre, ou c'est plutôt fixe, tu dis ok, méta c'est X% de mon budget total et Google c'est X%, ou ça reste globalement flexible, variable? C'est un peu décorrélé, dans le sens où si Meta fonctionne, j'investis plus sur Meta, si Google fonctionne, j'investis plus sur Google. Je suis en train de dire, je vais prendre 50 à gauche pour mettre 50 au plus à droite, parce que j'ai pas de budget fixe, en fait. Si la perf est là, je dépense plus, quoi. Je comprends, ok, d'accord. Ouais, il y en a aussi qui, quand ils augmentent leur budget, ils augmentent mécaniquement sur les deux plateformes, parce qu'ils se disent, si je mets plus de budget sur Meta, j'aurai plus de requêtes sur Google, que ce soit sur la marque ou sur d'autres mots-clés, parce que je vais créer plus de demandes. Donc voilà, je sais que c'est comme ça qu'on peut aussi fonctionner. En fait, après, moi, on pilote au Target ROS, je crois, sur Google Ads. Donc, normalement, les budgets, ils s'adaptent. Alors, typiquement, moi, genre, j'ai une grosse saisonnalité sur le dimanche sur mon business. Autant Meta, il faut manuellement dire vas-y, dépense plus. Autant Google, il ne se prive pas pour faire des x2 de budget le dimanche. Ah, c'est bien ça. Pertinent. Avec le Target ROS, ouais. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment bien ça. Ouais. Ok. Donc, on capte automatiquement ce genre de montation. C'est vrai que le pilotage des budgets, il est important sur Meta. Hein. C'est que ce soit sur les journées ou sur les semaines ou sur les débuts de mois ou fin de mois, il faut être très réactif, surtout quand tu mets des gros budgets. Ouais. Nous, on a une très grosse saisonnalité. Et encore plus fort depuis qui est associé où les dimanches, on fait x2 en termes de CA par rapport aux jours de la semaine. Donc, il faut que les budgets Meta suivent, quoi. Donc, c'est super important pour nous. Hein, le plus 30% qu'on met sur les budgets sur Meta le dimanche, il n'est pas anecdotique, quoi. Il nous génère un chiffre d'affaires par mois très net. Ouais. Ça, c'est un truc que des e-commerçants ils ne réalisent pas toujours, c'est qu'il faut vraiment suivre la tendance du site. C'est que si les ventes sur le site augmentent, il faut augmenter les budgets. On pourrait se dire, mais non, s'ils augmentent, il n'y a pas forcément besoin de monter les budgets. Mais si, en fait, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pourraient venir parce que c'est une bonne saisonnalité de base. Donc, ouais, c'est pas intéressant, et ça faisait partie de mes autres questions sur le budget. Genre,
est-ce que toi, tu as une méthode spécifique pour piloter tes budgets en acquisition globale? Parce qu'en fait, on sait que on peut pas faire totalement confiance aux chiffres des plateformes, soit parce qu'ils sont gonflés généralement sur Google et pas assez élevés sur Meta. Donc, inévitablement, il faut avoir soit des outils, et des outils tiers. Moi, j'aime bien Polar Analytics ou encore Triple Whale, ou soit en fait se fixer des règles de CAC global ou de ROS blended, donc qui est le ROS tout canaux confondu. Comment tu pilotes ça de ton côté? Alors, je pense que tu as très bien résumé le truc. T'as soit le truc compliqué, soit le truc simple. Pour l'instant, nous, on utilise le truc simple qui est je sais combien je dépense, je sais combien je fais chiffre d'affaires, je fais la ratio entre les deux, et ça me donne ce que j'appelle mon blended ROS, et je pilote par rapport à ça. Il y a tous les biais du monde que tu veux, mais au moins, je suis sûr de mes chiffres. Et voilà, donc moi, j'ai un objectif, on va dire, de ROS, de blended ROS mensuel, Oui, et je pilote par rapport à ça. Je pilote par oui, rapport à ça et j'augmente ou je baisse mes dépenses. Évidemment, en regardant ce qui se passe dans les plateformes, mais je regarde mon ROS plateforme, je regarde les variations pour savoir si je dois augmenter ou pas et surtout comment je réattribue après le budget au sein des campagnes. Mais comme je te dis, je fais pas trop de de réattribution de budget d'un canal à l'autre. Je gagne de manière un peu distincte. J'ai la chance d'avoir que deux canaux aujourd'hui où vraiment j'investis. Donc j'ai la chance de pas passer par la deuxième solution que tu as évoquée, qui est de commencer à se poser la question d'attribution. Parce que pour l'avoir un peu pratiqué dans mon ancienne vie, tu demandes des questions très complexes. Il n'y a aucune attribution qui est parfaite. Et, et voilà. Et j'ai pas très très envie de rentrer là-dedans. J'y serai un peu contraint le jour où je commencerai à avoir vraiment beaucoup plus de canaux d'acquisition. Parce qu'il faudra vraiment que là, je puisse savoir quelle est la contribution exacte. ouais. Mais à ce stade, aujourd'hui, je préfère. J'ai pas besoin de me poser la question parce que j'ai que Meta et Google et je sais que c'est Meta qui fait que les gens me connaissent et pas Google. Donc voilà, globalement, il y a pas trop de sujets. Ouais, après, globalement, on fait la même chose aussi, hein. C'est-à-dire, on fait juste qu'on utilise avec un autre outil ou des fois d'autres. Après, je vais te poser la question comment tu fais. C'est deux fois, c'est à la main ou c'est via un fichier Excel. Moi, ce que j'aime bien avec Polar, évidemment, c'est que tous les jours, tu as les stats qui s'actualisent. Donc, ça, c'est cool. Tu peux les regarder à la journée, à la semaine et vite voir, OK, est-ce que je suis bien au niveau du ROS Blended, est-ce que je suis pas bien. Tu peux regarder aussi à 3 jours. Donc, nous, on se fixe des règles, hein. C'est bête et méchant. Et après, comme toi, vraiment la même logique, c'est on augmente les campagnes qui marchent bien. Donc, si on se dit, OK, on est prêt à augmenter le budget global de X% sur la semaine, on l'augmente sur les campagnes qui fonctionnent bien, sur Meta et Google ou Pinterest, par exemple, si on a 3 canaux. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, je voulais te poser la question, du coup, comment toi, tu construis ton... Est-ce que tu as un outil pilote, un Excel, par exemple, où tu remets tous les jours, en fait, ta dépense, ton chiffre d'affaires et ton MER, et puis après, ton RS Blended, et puis après, Ouais, tu fais des... Ouais, ok. ouais, j'ai Ok, un ok. Excel Donc, où je chiffre tous les jours, ouais, ça me prend 30 secondes. Et c'est comme ça que je ouais, suis le plus global. Après, j'ai évidemment des dashs super bien qui ont été développés par mon agence, qui fait un super taf et où là j'ai vraiment toutes les données beaucoup plus précises, ouais. détaillées sur le ROS Bah, par un autre truc un autre truc que tu peux faire aussi, et c'est vraiment, enfin, j'entends ce que tu me dis, c'est aussi le fait d'avoir dans ton fichier Excel, là c'est plus avancé, c'est des ROS blended par gamme de produits. Parce que là, après, si tu as des campagnes par gamme, tu peux le faire plus facilement. Mais là, dans ton cas, c'est un peu différent. Ou pousser d'autres créas sur les produits qui ont des bons retours sur investissement sur la semaine. Donc voilà, ou le mois. Le seul gros biais de cette méthode-là, c'est que les jours où je lance une newsletter, j'ai mon ROS Bennett qui explose. Mais Oui, c'est vrai. c'est pas vraiment lié à mes créas. Donc il faut. Enfin, c'est pas vraiment lié, on va dire, à mon acquise digitale. Donc c'est le gros biais, c'est tout l'effort organique que tu fais sur ta base de clients. Ou si tu es bon en organique Organique, ouais. ou autre, il y a cet effet-là qui est capturé dans le Bennett ROS. Mais soustraire si tu veux vraiment avoir la perf liée liée à ton payant. Après, ça te donne aussi en fait un petit peu des poches de budget que tu peux aller réallouer sur. Tu peux aussi le voir C'est comme ça. si tu as un très bon ROS, ça te dégage du budget. Donc, payant un très bon ROS grâce à une newsletter, ça te dégage du budget pour aller investir plus sur Meta. C'est Voilà. exactement ça. En tout cas, c'est un très très bon point que tu rajoutes parce que je pense que
Enfin, moi, les bénévoles qui font ça chez DHH, je suis pas sûr qu'ils pensent tout de suite à l'effet utilisateur. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est bien de le rappeler. Donc, je leur ai envoyé le podcast pour leur dire d'écouter. Mais c'est vrai qu'en effet, dans tous les cas, tu peux le voir comme étant un budget supplémentaire à investir puisque tu as fait plus de CA. Donc, après, c'est ce que j'ai toujours aux annonceurs, c'est dans quelle logique vous êtes. Donc, toi, dans une logique typiquement de scale, donc tu es prêt à augmenter tant que tu es au-dessus ou égal à ton ROS blended cible, qui peut être de 3, 4, 5, peu importe. Et d'autres, en fait, voilà, ils veulent vraiment absolument avoir telle marge et ils veulent juste garder la marge derrière. Donc, et du coup, voilà, il y a plusieurs logiques. Donc, il y a pour moi le ROS cible et le ROS un peu critique qui te permet d'être rentable. Donc, voilà. C'est ça. Ok. Écoute, je pense que j'ai un peu tout dit sur la partie acquise. J'ai toujours une question que j'aime bien poser sur le panier moyen d'achat. Je sais pas si tu as des choses à me dire là-dessus. C'est vrai que, en plus, je parle du fait d'avoir un panier qui est bas. Et je pense que les investisseurs, ils ont fait la critique là-dessus. Ce que je peux comprendre, hein. Légitimement, ils peuvent se dire en e-commerce, oui. Je pense que c'est Anthony Bourbon qui avait fait la remarque. Il dit oui, mais en acquisition, si tu veux vraiment être bon, tu dois avoir un bon panier moyen d'achat. Et c'est vrai que je comprends son point, mais je présume que toi, tu peux avoir aussi une opinion différente du fait de réussir en acquisition avec un panier moyen d'achat qui est plus bas. Et à l'inverse, il avait fait un autre point, et je vais enchaîner. Et là, j'avais pas trop aimé, c'est qu'il disait oui, mais si tu as un produit qui a pas beaucoup de récurrence, tu peux pas y arriver. Et nous, on a un très bon client qui a un produit qui coûte cher. Je peux le dire, hein, c'est les sèches ballons qui s'appelle Bloon. Ils n'ont pas tant de récurrence que ça, et pourtant, ils arrivent à faire l'acquisition. Voilà. Ouais. Qu'en penses-tu? Alors, c'est un sujet super intéressant. Le premier sur le panier moyen, notre panier moyen, il a baissé à mesure qu'on a élargi notre audience et à mesure aussi qu'on a un peu reciblé la boîte autour des éponges et des essuie-tout. Là où avant, on avait un peu comme ta gamme de essuie-tout, éponges, coton démaquillant, mouchoir, qui permet vraiment de passer au zéro déchet complet. On a un peu reswitché et maintenant qu'on est surtout focus éponge essuie-tout, c'est plus dur d'aller vendre un gros panier avec plein de trucs. Que psychologiquement, les gens n'achètent plus que des éponges et des essuie-tout qui sont très à mettre. Donc on est passé d'environ 50 euros sur Ulule à 40 euros sur le site en a quelques fiches stratégiques, mais avec de bien meilleurs OS derrière, donc le choix était le bon. Hein. Moi, je vais travailler, une priorité pour 2023, c'est de travailler le panier moyen pour essayer de le faire monter sur le site en particulier, en allant aussi diversifier la gamme, créer des bundles et tout ça. Après, ce qui est certain, c'est qu'avec 40 euros de panier moyen, tu peux pas être moyen sans méta. Tu dois être très bon, ouais. Tu dois avoir des coûts d'acquisition vraiment très bas, ouais, en effet. On voit des marques qui sont moyennes sur méta, enfin que je trouve personnellement moyennes sur méta, je vais pas à les citer. Entre guillemets, je pense et qui pourtant cartonnent. Et je pense que qu'ils peuvent se le permettre, qu'ils ont des taux de récurrence de ouf ou des paniers moyens excellents. Moi, effectivement, avec un panier moyen à 40 euros, je peux que être bon sur méta. Et c'est vrai, pour notre ROI, tu l'as cité avant. Mais bon, c'est excitant. Du coup, ça m'oblige à me battre pour avoir les calculs les plus intéressants, être rentable à la fin. C'est le cas aujourd'hui, donc on est content. Ouais, je le dis d'avance, en effet, quand tu as des paniers moyens inférieurs à 50 euros, tu dois être très 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 bon sur Meta pour avoir les coûts d'acquisition les plus bas possibles afin d'avoir ton retour sur investissement qui te permette de justifier ta dépense. Mais que évidemment, tout est plus facile. Si tu as un panier moyen à 70, 80 euros, on sait que c'est un peu l'idéal. Si c'est pas à 100 euros, au-delà de 100 euros, c'est un peu plus dur. Donc les coûts d'acquisition, ils augmentent. Et il faut avoir des très bonnes marges derrière pour supporter les coûts d'acquisition plus élevés. Donc le sujet est passionnant, mais j'entends ton point et je suis d'accord que voilà, il faut être très bon sur Meta, mais pour autant, ça n'empêche pas de faire un travail sur le panier moyen d'achat avec du bundling ou d'autres initiatives. Complètement. Et sur la récurrence. Ouais, c'était un sujet aussi que je voulais aborder, mais là on n'a plus beaucoup de temps, mais si tu veux, on peut l'aborder directement. Est-ce qu'il y a des choses, des actions spécifiques que vous faites, que là pareil, je reprends le mot des investisseurs, ils disent oui, mais attends, tu vends des éponges, donc du coup, si elles sont durables, a priori, tu vas pas en racheter tous les mois. Comment vous gérez cette partie-là au niveau de la récurrence? Alors, d'une part, on a des chiffres qui sont assez intéressants. Voilà, on arrivait à peu près à un taux de récurrence de chiffre d'affaires récurrent de 15%, entre 15 et 20%. Super bien, oui. Donc c'est plutôt bien. Évidemment, c'était moins au mois de janvier parce qu'il y avait qui va être mon associé, mais globalement, on arrive à faire revenir les gens. Et pourquoi? Parce que les gens vont acheter un produit puis en tester un autre, et ça va être de plus en plus vrai au fur et à mesure qu'on va élargir la gamme. Parce que les gens vont acheter pour offrir, faire découvrir à leurs proches, parce que les gens veulent s'équiper plus aussi, ils vont peut-être acheter 2 éponges pour leur cuisine, ils peuvent s'en mettre dans leur salle de bain. Bref, il y a plein de scénarios différents qui font que les gens vont racheter, et évidemment, au bout d'un an, en racheter parce que leurs éponges seront usées. Donc il y a énormément de scénarios qui justifient le fait de réacheter, et
nous, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, il y a un vrai engouement, un attachement autour de la marque qui fait qu'il y a de la récurrence. Et nos newsletters marchent de mieux en mieux aussi. Donc voilà, c'est un point sur lequel nous, on n'est pas très inquiets. En tout cas, ça faisait partie aussi des points sur lesquels je me disais au début, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce qu'il va y avoir de la récurrence? Et la réponse, c'est oui. Ouais, je dis même avec toi, c'est que si tu veux avoir de la récurrence, tu dois avoir déjà un certain attachement à la marque, tu dois avoir une gamme de produits élargie, tu dois avoir des initiatives avec ton CRM qui font que tu vas provoquer en fait l'achat d'autres produits. Tu dois avoir un produit qui est reconsommable, donc notamment le vôtre après un certain temps, 6 mois, 1 an, ça dépend de l'utilisation, je suppose. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que tu dois avoir ouais, peut-être des opportunités en fait pour une personne de le réacheter pour un cadeau ou autre. Donc moi, je pense que je comprends, je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément un sujet parce qu'il y a des opportunités de récurrence pour un produit comme le tien, dans du consommable, il y en aura toujours. Et c'est juste il faut le travailler. Et pour certains annonceurs et commerçants, pardon, ils le font après 2-3 ans d'existence parce que, en fait, ils font de l'acquisition pour avoir un maximum de clients et ensuite ils se concentrent sur la rétention. Mais on sait que si tu as vraiment envie de passer des caps et passer certains caps de chiffre d'affaires, tu as besoin d'avoir derrière une partie de ton chiffre d'affaires, 15, 20, 30% au minimum dans la rétention. Et donc, c'est déjà bien de l'avoir après finalement 1 an et demi d'existence. Donc voilà, pour moi, rien à dire. Et tu as aussi un autre truc que j'aime bien aussi, c'est le parrainage et les programmes de fidélité. Je sais pas si ça, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place, mais c'est Ouais, aussi un sujet, je pense, intéressant pour provoquer la rétention. on a un programme de parrainage qui marche, mais qui est pas, qui reste assez marginal par rapport à tout le reste. Ouais, Je voilà, ça comprends. générer 1% du chiffre Alors, d'affaires, non, 2%, mais c'est pas quelque chose qui va, c'est pas un ouais, driver de croissance. ouais, je comprends. Je sais que, j'ai un client pour qui c'est un driver de croissance et je sais que le pousse beaucoup en fait par email, mais aussi en ad. Donc, tu peux aussi penser Ouais. aussi à le pousser en ad sur tes clients directement. Et Ça la- paraît bête, hein, mais juste pour que les gens le découvrent et le sachent, parce que il n'y a rien à faire, hein. Donner 10% aux gens, même si c'est quelques euros, ça les intéresse d'en parler à leurs amis, surtout encore une fois que c'est des consommables qui peuvent intéresser tout le monde. Donc Ouais. voilà, petit tip rapide. Je sais pas si ça peut se concrétiser de votre côté, mais le faire connaître à plus de monde, ça vaut le coup. Et l'ad, et c'est aussi un levier qui permet. Donc, ça m'intéresse d'avoir le nom de la marque, je regarderai, parce que, Ouais, je peux te dire, c'est NutriPure. C'est NutriPure. Tu peux aller voir, c'est NutriPure. Tu verras que sur le site, il est bien mis en avant et par email ou en ad, on l'a aussi mis en avant. Enfin, en ad, nous, on le fait. Et en email, ils le font aussi. ok, cool, bah, je vais regarder. Mais effectivement, en programme de parrainage, si tu ne le mets pas en avant, il marche pas. Ça, Oui, moi, c'est ce que je pense. En tout cas, après, je suis pas d'e-commerce, mais ce que moi j'ai compris par rapport aux e-commerçants qui discutent, c'est que ça doit être en quelque sorte une sorte de. Tu dois avoir une communication autour de ça. Tu dois en parler tout le temps et il n'y a rien à faire. Donc, et puis de non, toute façon, ce que j'aime bien avec le parrainage, c'est que c'est vraiment les deux, quoi. C'est acquisition et rétention. Donc, puisque la personne a des pourcents en plus et peut ensuite recommander, quoi. complètement. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être une dernière question que j'avais pour toi, c'est la partie retail. Parce qu'on a beaucoup parlé digital et je sais que c'est ta partie dans l'entreprise. Est-ce que vous avez vocation en fait à aller dans le retail? Parce que vous avez un produit qui s'y prête parfaitement. Et si oui, comment comptez-vous vous y prendre? Sur le retail, c'est la partie de Alban, qui est notre head of retail chez Inga, qui vient de chez Procter Gamble, qui a 8 ans, 10 ans d'expérience là-bas, qui est vraiment une brute du retail. C'est très difficile d'y aller si tu connais pas bien les codes, et si tu connais pas bien la manière d'aller t'adresser aux différents grands distributeurs. Aujourd'hui, on se lance chez Cora, donc tous les Cora, qui sont surtout présents dans le nord et l'est de la France, tous les Monoprix, et on fait un premier lancement chez Leclerc en Ile-de-France. Donc c'est un gros lancement qu'on a lancé là au mois de janvier. On est en train de progressivement, on va dire, nous déployer dans les différents points de vente là sur le mois de février. Donc fin février, on va être présent partout. Et c'est assez huge à gérer en termes de logistique, d'organisation et tout ça. Et c'est un des gros game changers. On a beaucoup parlé de qui va être mon associé là aujourd'hui. Mais sur le long terme, le vrai game changer de début 2024, c'est notre lancement en retail. Aujourd'hui, ça continue à représenter 80% du marché ménager. Donc, il faut... Oui, c'est ça. voilà. Et même l'e-commerce, ça représente qu'une petite part des ventes totales qu'il peut y avoir par les consommateurs. Donc, il y a tout intérêt à y être. Donc, ouais, je souhaite du succès par rapport à ça. Et je présume qu'au fur et à mesure du temps, le retail prendra la place dans votre business. Je ne sais pas combien de pourcents. Je ne sais pas si vous avez déjà en tête une répartition idéale. Mais ça, pour certaines marques, le retail devient plus fort que l'e-commerce. Des marques dites aussi comme vous. Donc, Oui, voilà.
nos objectifs, oui, le retail sera plus important que le digital en termes de poids, hein, de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Après, c'est vraiment défini dès le jour 1 comme une boîte omnicanal. On est persuadé que c'est important d'être omnicanal pour pas être trop dépendant d'un seul canal de distribution et parce qu'il y a des vraies synergies entre les différents canaux. Entre les deux. Voilà. Beaucoup plus de liberté en digital, de lancer un nouveau produit, tester des trucs, alors que le retail, quand tu arrives avec ton produit, il faut être sûr qu'il est bien. Sinon, ça c'est vrai aussi. Ouais, c'est pour ça que les DFDB ont tant réussi en fait à se démarquer, c'est qu'au début tu te lances en digital, tu testes, etc. Et puis après tu te lances en retail une fois que tu as un peu les bons produits. Donc ouais, c'est passionnant, mais en tout cas vraiment bravo, belle success story. Je suis content de t'avoir eu sur le podcast et vraiment merci beaucoup pour ta transparence, surtout sur les chiffres, sur vos méthodes. Donc je te remercie vraiment. Et je sais pas, c'est un mot de la fin pour terminer ce podcast. Je sais pas, merci de m'avoir accueilli, c'était super intéressant. Enfin, moi j'apprends au quotidien grâce aux différents podcasts qui sont sur le marché. Le tien est super intéressant. J'avais écouté notamment Henrik, mais d'autres. Donc voilà, je peux que conseiller aux gens de t'écouter toi et les autres pour progresser. Je pense qu'il y a rien de mieux que les retours d'expérience de différents entrepreneurs pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Merci. Ouais, je suis d'accord. Et puis après, il y a l'échange et c'est pour ça que je propose à chaque personne qui vient sur le podcast de donner en fait ses coordonnées pour échanger avec d'autres marketeurs parce que tu verras, il y a sûrement quelques média buyers ou e-commerçants qui voudront discuter avec toi. Donc si jamais tu es chaud, tu peux donner ton LinkedIn ou ton email, peu importe, c'est toi qui vois. Et bien sûr, le site d'Inga, on le mettra dans les notes de l'épisode parce que c'est aussi une occasion de parler de vos produits et de vos offres. Canon. Merci Danilo. Je t'en prie. Allez, à très vite Christophe. Merci encore. Salut.